Bonjour à toutes et à tous et bon matin. Bienvenue à l'événement en mode circularité, solutions pour une relance verte du secteur de la mode. C'est avec une grande fierté que nous sommes rassemblés aujourd'hui pour parler du grand écosystème mode et habillement, de ses impacts sur l'environnement, des initiatives réalisées par nos pairs et ceux qui sont là pour nous supporter. Dans l'industrie de la mode, les enjeux auxquels nous faisons face sont multifacettes. Du respect du droit des travailleurs à la transparence de la chaîne d'approvisionnement jusqu'à la communication responsable, qui sont autant de thématiques importantes sous le vaste chapeau du développement durable. Mais aujourd'hui, nous vous proposons de prendre la lunette de la circularité. L'économie circulaire est un modèle où l'on soutient la création de richesses tout en respectant les limites de notre planète. On tente de développer des modèles d'affaires où le lien direct entre la production et la vente des biens neufs est découplé des revenus de l'entreprise. Le sujet est très certainement d'intérêt puisque aujourd'hui, vous êtes plus de 200 à vous être inscrits à l'événement, dont une majorité, évidemment, d'entreprises du secteur de la mode, mais aussi de d'autres horizons. On compte parmi nous aujourd'hui des gens de la recherche, des organisations de soutien, des représentants de différents paliers de gouvernement, des étudiants et évidemment des citoyens. D'ailleurs, je vous invite à vous présenter dans le chat de l'application Zoom. J'en profite aussi pour vous remercier d'être avec nous pour ces 2 heures de partage et d'échange. Je m'appelle Marianne Coquelicot-Mercier et c'est moi qui aurai le bonheur d'être votre hôte aujourd'hui en tant que membre de la communauté de pratique. Je suis consultante en économie circulaire pour l'industrie textile et je mets l'épaule à la roue depuis plus de 10 ans pour trouver des solutions aux enjeux environnementaux de notre secteur. J'ai un parcours atypique, à la fois de designer de mode, designer industriel, d'entrepreneur et aussi d'enseignante et de chercheur. Je tiens à remercier les organisateurs de l'événement de m'avoir confié ce rôle, celui de vous accompagner pour cette matinée où nous allons découvrir ensemble ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle au Québec. Donc, pour la petite histoire de l'événement, tout a commencé l'an dernier lorsque Concertation Montréal, en collaboration avec la Grappe métropolitaine de la mode et le Réseau des femmes en environnement, a rassemblé des entreprises du secteur mode pour former une toute nouvelle communauté de pratique textile-habillement pour une transition écologique. Avec l'événement d'aujourd'hui, cette communauté souhaite que toute l'industrie puisse bénéficier de ce qu'elle expérimente depuis déjà 1 an, soit le partage de connaissances et d'expériences entre pairs. Donc, au nom de la communauté de pratique et ses partenaires, je tiens à remercier tous les intervenants et intervenantes d'avoir accepté de venir présenter aujourd'hui. Maintenant, avant d'aller plus loin, j'aimerais accueillir les représentantes des 3 organismes qui soutiennent l'événement aujourd'hui. J'inviterai donc tout d'abord Madame Mona-Lisa Prosper, directrice entrepreneur noir chez Futurpreneur, administratrice du conseil d'administration à Concertation Montréal, à venir prendre la parole. Madame Prosper, c'est à vous. Merci beaucoup. Bon matin à tous. J'aimerais souligner la présence, bien sûr, de Déby Zakaïb, directrice générale de la Grappe M-Mode, et Josie Chiasson, directrice de la mise en valeur des pôles économiques, services du développement économique à la Ville de Montréal. C'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous ce matin à titre d'administratrice de Concertation Montréal. Je suis aussi une grande amatrice de l'industrie de la mode et voilà, donc ça me fait très plaisir là, de pouvoir prendre parole ce matin et participer à l'événement. Avant de commencer, peut-être vous faire une courte présentation de Concertation Montréal ou CMTL pour les intimes. Donc, c'est une organisation qui est reconnue par l'agglomération de Montréal comme son interlocuteur privilégié en matière de concertation intersectionnelle et de développement régional. Elle est financée par l'agglomération grâce au Fonds Région et Ruralité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Elle regroupe près de 150 organismes et élus membres et plus de 500 partenaires. La mission de CMTL est de connecter les élus avec les leaders socio-économiques pour expérimenter et agir afin de propulser la participation citoyenne et accélérer la transition écologique.
Les activités que nous faisons ont été priorisées pour combler des chaînons manquants dans le développement de l'écosystème montréalais. C'est dans ce contexte que CMTL participe à l'atteinte des objectifs de la métropole en matière de transition écologique et de relance verte. Malgré un contexte économique difficile pour le commerce de détail depuis la pandémie, il y a un intérêt croissant du consommateur envers l'achat local et l'achat éco-responsable. Le momentum est donc propice pour la concertation des acteurs montréalais. Le secteur du textile a été identifié comme un secteur stratégique pouvant bénéficier de soutien dans sa transition écologique. L'agglomération de Montréal détermine la gestion des textiles comme un enjeu important dans l'atteinte des objectifs de son plan directeur de gestion des matières résiduelles 2020-2025, ainsi que de son plan climat 2020-2030. CMTL a mis sur pied au début de l'année 2021 une communauté de pratiques sur le secteur du textile et de l'habillement en collaboration avec la Grappe M-Mode et le Réseau des femmes en environnement. L'objectif est de répondre aux besoins criants des PME, de s'allier pour transformer les pratiques du secteur stratégique du textile et de l'habillement vers des modèles d'éco-responsabilité et de circularité. Cette communauté est composée essentiellement de créatrices et créateurs et d'acteurs de soutien motivés et engagés à améliorer leurs pratiques par le partage d'expériences et de connaissances. Cela se fera par la mise en place de solutions concrètes et de projets structurants adaptés à la réalité du milieu et applicables à toutes les tailles d'entreprise. La communauté de pratique joue ici un rôle de catalyseur dans la mobilisation de l'écosystème entier. Que vous soyez dans le secteur de la recherche, une entreprise mode, une personne représentant une municipalité, une organisation en développement durable, les objectifs d'aujourd'hui sont de vous transformer, de vous sensibiliser et de vous inspirer à améliorer vos pratiques en passant de l'idée à l'action. Le but est que l'on soutienne ce secteur qui nous implique tous et toutes. Donc, nous sommes tous et tous sans exception là, des consommateurs de produits textiles juste aujourd'hui. Donc, par la mobilisation de l'écosystème montréalais et par la communauté de pratique, Concertation Montréal espère révéler tout le potentiel de l'agglomération de Montréal comme pôle stratégique de la mode et de l'habillement éco-responsable. J'en profite pour remercier l'agglomération et la Ville de Montréal pour sa participation financière. Je veux également remercier tout le travail effectué par l'équipe Transition écologique de CMTL pour la réalisation de ce bel événement et tout particulièrement Jeannie-Claude Vien, la grande chef d'orchestre. Bon événement. Merci, Madame Prosper. J'inviterai maintenant Madame Chiasson, Josée Chiasson, donc directrice de la mise en valeur des pôles économiques, services du développement économique à la Ville de Montréal, à venir prendre la parole. Bonjour, Madame Chiasson, c'est à vous. Bonjour tout le monde, merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui pour cet événement en mode circularité. Donc, et de parler, de représenter finalement la Ville de Montréal. Donc, à mon tour, je vais prendre le temps de saluer les dynamiques organisatrices de cet événement aujourd'hui. Donc, Madame Prosper, Madame Zakaïb et aussi toute l'équipe de concertation Montréal pour l'organisation de cet événement, mais aussi pour notre super collaboration sur plusieurs dossiers qui permettent de faire avancer l'économie circulaire. Bien, tout comme vous, nous aussi, on est très engagés à vouloir transformer l'économie circulaire à Montréal. Bien entendu, c'est un levier puissant pour atteindre les objectifs corporatifs que nous avons à la Ville, que ce soit le plan climat au niveau de la transition écologique, mais aussi de faire une relance économique qui est beaucoup plus verte, inclusive et résiliente. Donc, c'est vraiment dans cette optique qu'on a, de notre côté, aussi mis au cœur de plusieurs des plans à la Ville, l'économie circulaire. Si on pense justement au plan de relance économique auquel on a dédié un budget important pour l'économie circulaire, aussi dans le cadre du plan climat et même de la nouvelle vision stratégique de la Ville de Montréal, Montréal 2030. Donc, l'économie circulaire s'y retrouve partout. Donc, on voit une transversalité à l'intérieur de la Ville. Et on veut aussi que ça se traduise dans des actions concrètes. Hein? C'est une chose d'avoir dans les plans. Donc, on est vraiment en train de se doter d'une feuille de route en économie circulaire qui va nous permettre de clairement indiquer les orientations, les secteurs à prioriser, puis les actions à mettre en place là, pour vraiment augmenter la circularité à Montréal. On a l'ambition de faire de Montréal la ville, de vraiment la positionner comme un leader là, en Amérique du Nord sur la question de l'économie circulaire.
Donc, et on pense qu'on a une longueur d'avance parce qu'on a justement tout un écosystème de petites, de grandes entreprises, d'organisations qui sont vraiment mobilisées sur cette question. Donc, on le voit même par votre présence en si grand nombre aujourd'hui. Puis au cadre de tout ça, de cette feuille de route, on a identifié aussi le secteur de la mode et des textiles comme un secteur prioritaire. Donc, pour nous, là, de voir cette mobilisation-là sur ce thème, c'est en effet très important, puis on en est très heureux parce que Mme Prosper le mentionnait, mais ça s'aligne vraiment aussi avec nos objectifs de réduction du gaspillage alimentaire puis du soutien à la valorisation des textiles qui sont au cœur finalement du nouveau plan directeur de gestion des matières résiduelles de l'agglomération de Montréal. Donc, on pense que Montréal peut avoir vraiment un leadership dans cette transformation, à la fois par la taille de Montréal, parce que, bon, on est quand même un grand générateur finalement des déchets de textiles, mais aussi par notre poids, le poids économique de la métropole. Donc, c'est vraiment d'être capable d'agir concrètement sur des projets structurants qui sont menés par la communauté, qui vont permettre la réduction à la source, puis qui misent aussi sur le développement de nouvelles technologies. Puis j'en profite, puis je pense que les personnes de Renaissance sont ici avec nous, mais pour mentionner le projet qui est un projet concret pour lequel la Ville nous contribuons financièrement jusqu'à la hauteur de 500 000 $, le projet de Renaissance Montréal, qui permet de réduire l'enfouissement de vêtements grâce au réemploi. C'est un partenariat fait avec Vestec Pro, un CCTT que nous avons à Montréal, spécialisé dans les technologies du vêtement. Donc, ce premier projet pilote industriel va permettre là, de développer des nouveaux produits qui vont pouvoir donner vraiment un grand coup de pouce pour accélérer là, la circularité dans le secteur de la mode. Bien sûr, avec Concertation Montréal, nous collaborons activement, que ce soit la mise à jour de la cartographie des initiatives en économie circulaire, Mon commerce zéro déchet ou encore là, la communauté de pratique. Donc, on est très fiers là, de collaborer à ces projets. Et ça s'inscrit aussi, je pense qu'il faut garder un œil attentif à tous les nouveaux programmes de subvention que la Ville lance, que ce soit des appels à projets ou des programmes de subvention. Si je pense à aménagement et mobilité durable, aux programmes de subvention à l'innovation ouverte pour les entreprises. Donc, c'est tous des programmes qui peuvent soutenir l'écosystème. Donc, je vous invite là, à aller les consulter. Donc, c'est vraiment ensemble qu'on va arriver à faire de Montréal une ville circulaire. Puis, on vous remercie pour votre mobilisation. Puis, je termine en vous souhaitant vraiment des échanges qui sont riches aujourd'hui, constructifs et qui vont mettre la table pour de nouveaux projets. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Chasson. J'inviterai maintenant Mme Déby Zakaïb, directrice générale de la Grappe métropolitaine de la mode, à se joindre à nous. Bonjour, Déby. Bonjour, Marianne. Alors, bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Oui, je serai brève. J'ai vraiment hâte d'entendre les allocutions et les interventions. C'est à mon tour de saluer, bien sûr, Marianne et Mona Lisa Prosper de Concertation Montréal et Mme Josée Chiasson de la Ville de Montréal. Merci beaucoup à cette belle complicité avec Concertation Montréal. Ça fait 1 an qu'on collabore sur ce projet de circularité et je voulais saluer le travail déterminé de Jeanne-Claude Vien et durant toute l'année par rapport à ce projet de communauté de pratique, et ainsi que ma collègue Jeanne Boyer-Gignac, qui a travaillé très fort aussi sur l'organisation de cet événement-là. Donc, vous connaissez probablement la Grappe M-Mode. On est privilégiés, chanceux de se collaborer avec Concertation Montréal qui amène toute une expertise autour de la circularité. Et bien sûr, la Grappe M-Mode, notre mandat, c'est d'aider à l'essor de notre industrie à promouvoir Montréal comme ville de mode, localement, internationalement. Surtout en ce moment, beaucoup, c'est redonner l'élan économique, dynamique, pré-COVID. Notre industrie, elle est
avant la COVID, était en ébullition. Beaucoup de beaux nouveaux projets, entrepreneurs qui ont le goût de lancer des modèles d'affaires innovants, dynamiques. On a du talent, de la créativité. On le sait, la mode, le vêtement, l'accessoire fait partie de notre ADN à Montréal. Ça fait partie de notre histoire. On a été avec toutes les différentes cultures très inclusifs et on a développé toute une industrie. C'est plus de 80 000 travailleurs dans notre industrie. Je le redis encore, c'est plus que l'aérospatiale. Donc, c'est vraiment important et on a des industries de tous les genres, certains qui sont là depuis plusieurs décennies et d'autres qui émergent, qui nous arrivent avec plein de projets vraiment structurants et innovants. Donc, aujourd'hui, on avait le goût de vous montrer ce qui se passe de beau dans notre industrie. Comme Marianne le disait, de vous inspirer, de vous sensibiliser, de voir qu'on peut faire un pas ensemble, chacun individuellement dans votre entreprise. Vous êtes des leaders de changement, de transformation. Puis, on voulait le montrer. On vous aide beaucoup. Je vois le chat, là, c'est beau de voir votre engagement. Puis, le fait que vous soyez là, c'est vraiment varié comme audience. Je salue tout le monde. Nos membres sont là au rendez-vous. Merci beaucoup. Je salue mon équipe aussi, Catherine et Mathieu. Puis, on avait le goût de partager ces belles idées-là, parfois simples, parfois plus complexes, mais vous montrer ce qui se passe de vrai, qui s'applique dans notre industrie puis qui est en train d'être réalisé. Puis un peu les ambitions des leaders pour voir c'est quoi les prochaines étapes, comment on va faire évoluer notre industrie. Donc, je vous laisse la place, Marianne. J'ai bien hâte d'entendre ton portrait de l'industrie où on est en ce moment. Je souhaite longue vie à ce forum. On a besoin de dialoguer, on a besoin de travailler ensemble pour faire avancer Montréal. Puis la ville est derrière nous aussi. Donc, on a tout ce qu'il faut, les institutions d'enseignement, les associations sectorielles, les centres de recherche. Vous êtes là, vous êtes au rendez-vous. Bonne continuation. On se revoit bientôt. Merci énormément, Déby. Merci pardon, pour ton enthousiasme. Merci à les 3 organisations qui viennent de souligner l'importance de l'événement d'aujourd'hui. Donc, je poursuivrai avec les détails de l'événement de la matinée d'aujourd'hui. Donc, la matinée se sépare en 3 volets distincts. Le premier volet que je vous présenterai est un état des lieux sur les constats du secteur textile au Québec, appuyé par les études les plus récentes. Le deuxième volet, le cœur de notre présentation d'aujourd'hui, sera le partage d'expériences de 8 entreprises qui ont pris le virage vert. Ensuite, pour le volet 3, pour conclure, nous avons invité des représentants de 4 programmes de soutien dont l'objectif est de faciliter le passage à l'action des entreprises vers une relance, vers des projets d'économie circulaire. Donc, comme nous le disions un peu plus tôt, nous sommes en format webinaire. Vous ne pouvez pas vous voir entre vous, mais vous avez tous accès au chat. Donc, n'hésitez pas à interagir, comme je le vois déjà, il y a beaucoup d'actions, d'interagir entre vous dans le chat. Notre acolyte, Jeanne de Edmod, va s'occuper de répondre à vos questions et va aussi fournir des compléments d'information dans le chat pendant les présentations. Aussi, n'oubliez pas, l'enregistrement de la matinée, donc l'enregistrement d'événements d'aujourd'hui sera disponible sur la chaîne YouTube de Concertation Montréal et un courriel vous sera envoyé avec tous les détails. Très bien. Maintenant que la table est mise, nous pouvons débuter avec le premier volet de cette rencontre, soit la présentation de l'état des lieux. Vous devez me laisser quelques secondes pour ouvrir mon partage d'écran. Voilà, on y est presque. Voici. Donc, alors, ce que je vous propose aujourd'hui pour cet état des lieux est de dresser un portrait factuel du secteur des textiles et de l'habillement au Québec en lien avec le modèle d'économie circulaire.
Donc, nous avons colligé pour vous plusieurs informations et les informations les plus récentes publiées ou sur le point de l'être de plusieurs organismes différents. Tout d'abord, un petit rappel du contexte. Depuis les 2 dernières décennies, notre secteur a vécu de grands bouleversements qui ont poussé l'industrie manufacturière des textiles vers la production de produits techniques à haute valeur ajoutée. La confection de vêtements a en grande partie migré vers l'Amérique du Sud et l'Asie. Et dans les dernières années, plusieurs de nos grandes bannières locales ont fermé leurs portes. Il est important ici de souligner que oui, la pandémie a exacerbé certains enjeux, mais ce n'est pas la pandémie qui les a créés. Ils étaient là bien avant. Cela étant dit, en 2019, le Québec comptait 5 700 entreprises mode. Et un fait important à souligner, plus du 2/3 de ces entreprises comptent moins de 10 employés et seulement 2% en comptent plus de 100. Nous savons que l'intégration des valeurs environnementales peut comporter des défis supplémentaires pour les grandes entreprises qui sont établies depuis plusieurs décennies. Mais qu'à cela ne tienne, certaines ont mis le temps et l'énergie pour faire le pas vers la transition. Ainsi, donc, notre secteur comporte un arsenal d'entreprises ultra créatives dont plusieurs d'entre elles ont l'environnement à cœur. D'ailleurs, sur ce point, selon l'étude réalisée par Vestec-Pro pour le compte du MEI concernant les pratiques innovantes et durables de notre industrie, 73% des répondants confirment que leur entreprise a mis en œuvre des projets de développement durable. Ça démontre que cette pratique n'est plus l'affaire d'une minorité, mais bien la nouvelle façon de faire. Effectivement, notre secteur semble très actif d'un point de vue des initiatives responsables. Le Service de développement économique de la Ville de Montréal, avec l'aide de Concertation Montréal, a réalisé l'an dernier une mise à jour de la cartographie de toutes les initiatives en économie circulaire, tous secteurs confondus, sur son territoire. Et de toutes les ressources citées, le textile arrive en 2e place, juste après les produits alimentaires et juste avant les emballages. Un fait à noter ici, les données qui vous sont présentées sont des données fragmentaires. Le rapport officiel n'est pas encore remis. Donc, ce changement de paradigme est primordial. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que le modèle de production-consommation des vêtements et accessoires est extrêmement polluant et que les impacts négatifs sur l'environnement se font sentir à toutes les étapes du cycle de vie, et ce, partout sur le globe. Les analyses du cycle de vie sont des outils essentiels pour mesurer ces impacts et déterminer les points chauds, c'est-à-dire les étapes les plus critiques où il faut agir en premier lieu. Par contre, un de nos défis au Québec, c'est que nous avons très peu de données propres à notre territoire, à notre réalité climatique, à nos infrastructures, nos modes de vie, nos modes de consommation. Cette situation est sur le point de changer pourtant, parce que l'étudiante au doctorat en administration à l'UQAM, Noémie Bastien-Baudouin, que je salue, y travaille déjà depuis 1 an. Elle est membre de l'équipe de recherche du CIREG et aussi responsable du volet mode durable de l'organisme Polycarbone qui est implanté à la Polytechnique. Donc, l'objectif de sa recherche est de quantifier les impacts environnementaux liés à notre consommation ici et d'utiliser l'analyse de cycle de vie comme outil pour guider les individus et les entreprises dans leurs décisions stratégiques. Nous n'avons peut-être pas de données d'inventaire propres au territoire, mais nous avons réalisé avec l'équipe de Mutrec il y a environ 1 an une analyse du flux de matière pour les textiles de la province. Le rapport révèle que la province consomme 343 000 tonnes de textiles neufs à chaque année, ce qui inclut autant les garnitures, les tissus que les produits finis comme les vêtements et les accessoires. De ce nombre, 82% est importé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Québec, nous ne produisons pas de fibres à l'échelle industrielle, à l'exception du polypropylène pour l'industrie du tapis.
Toutefois, on peut assumer que cette réalité est en voie de se transformer, puisque le développement de l'asclépiade se poursuit, ainsi que le chanvre au sein nommément de la Charte de recherche industrielle en écotextile du groupe CTT. L'analyse de flux de matière que nous avons réalisée établit qu'environ la moitié des textiles consommés sur notre territoire sont envoyés au site d'enfouissement. Une bonne part de ces rebuts sont des vêtements usagés, mais il faut aussi inclure les retailles de production et les invendus des boutiques. Et attention, parce que bientôt, nous ne pourrons plus jeter aussi impunément. Plusieurs villes, dont Montréal, souhaitent atteindre un objectif de zéro déchet et finiront tôt ou tard par imposer des éco-contributions ou encore des limites très strictes. Il faut donc, dès maintenant, prendre la réduction des déchets très au sérieux. Au Québec, à l'heure actuelle, il y a peu d'alternatives à l'enfouissement. Seulement 6% des textiles sont recyclés en d'autres produits, et ce sont principalement pour faire des chiffons industriels. Il y a 15 ans, le portrait était complètement différent. Il y avait un marché pour les fibres recyclées. Mais ce marché s'est effondré en même temps que le secteur automobile dû à la crise économique de 2008. Toutefois, depuis les 5 dernières années environ, on voit clairement un intérêt renouvelé pour la question du recyclage des textiles. Et de plus, la fameuse loi québécoise interdisant l'usage des fibres recyclées post-consommation dans les produits rembourrés sera finalement modifiée. Sur ce sujet, sur le sujet du recyclage, paraissait en janvier dernier une étude de faisabilité à l'échelle canadienne, réalisée conjointement avec Fashion Takes Action à Toronto et le CTTEI ici à Sorel. En plus de caractériser et quantifier le gisement disponible, cette étude dresse une liste des différentes méthodes de tri, soit manuelles ou automatiques, ainsi que tous les procédés existants pour le recyclage des matières textiles. L'étude de Fashion Takes Action et du CTTEI est très instructive, en ce sens qu'elle va jusqu'à faire une étude comparative technico-économique de toutes les options disponibles. Ici, je voudrais faire une petite parenthèse. Il faut différencier les deux types de recyclage textile. D'une part, il y a le recyclage dit mécanique qui consiste à défibrer les tissus, mais qui conserve l'intégrité de la fibre. Ce procédé est le plus ancien et le plus répandu. Il a par contre un défaut. Les fibres qui sortent de ce procédé sont souvent très courtes et doivent être mélangées avec un certain pourcentage de fibres vierges. Le recyclage chimique, quant à lui, vient défaire les liens entre les molécules dans les fibres pour produire soit une pâte de cellulose pour refaire des rayons ou encore les monomères de base pour refaire des fibres de polyester ou de nylon. Les différents procédés de recyclage chimique, la dissolution et la dépolymérisation, développés dans les dernières années, sont très intéressantes puisqu'ils permettent de séparer les différentes matières. Alors que pour le recyclage mécanique, le défi du tri reste entier. Donc, finalement, l'étude de Fashion Takes Action et du CTTEI conclut que, étant donné le degré de maturité insuffisant du recyclage chimique à l'heure actuelle et des coûts d'implantation assez élevés des usines, que la voie à préconiser à court terme pour nous est encore le recyclage mécanique. Et suite à ce rapport, Fashion Takes Action a mis en place une équipe pour réaliser un projet pilote entre l'Ontario et le Québec pour s'attarder spécifiquement au recyclage des fibres synthétiques, comme le polyester. La collecte des vêtements va commencer en novembre dans certaines boutiques de Canadian Tire. Le conditionnement se fera chez Goodwill à London, en Ontario. Ensuite, les vêtements seront défibrés ici, à Val-des-Sources, et feutrés en Beauce. Les produits qui seront développés seront ensuite revendus chez Canadian Tire. Ce projet est très intéressant parce qu'il rassemble d'emblée tous les acteurs de la chaîne de valeur. De plus, le projet est accompagné d'un groupe d'observateurs afin de permettre au plus grand nombre d'apprendre, de commenter et bien évidemment d'éventuellement répliquer le projet. Signe que les temps changent réellement, Vestec Pro a récemment fait l'acquisition d'une ligne pilote de défibrage qui est installée en plein cœur de Montréal. D'ailleurs, nous tenons
à féliciter Renaissance pour l'obtention du soutien financier de la Ville de Montréal, dont Mme Chiasson faisait allusion plus tôt, dans le cadre du programme Agir pour la transition écologique, et qui mettra à profit le nouvel équipement de Vestec Pro. Donc, l'objectif de ce projet est de trouver des débouchés pour tous les vêtements usagés que l'entreprise ne peut revendre. Donc, le recyclage est évidemment l'étape qui permet de boucler la boucle des matières en circulation. Par contre, ce qu'on doit savoir, c'est que le recyclage n'est qu'une des stratégies proposées par le modèle d'économie circulaire. L'économie circulaire, c'est un modèle où l'on soutient la création de richesses tout en respectant les limites de notre planète. On tente de développer des modèles d'affaires où il n'y a plus de lien direct entre la vente et la production de produits neufs et les revenus de l'entreprise. C'est ce qu'on appelle le découplage. Il existe donc un ensemble de stratégies à mettre en œuvre à différents moments de la chaîne de valeur de notre système de production-consommation. Ces stratégies vont de l'éco-conception aux symbioses industrielles, en passant par l'économie de fonctionnalité et de partage et de nouveaux modèles d'affaires qui intègrent l'entretien, la réparation et la revente. On compte évidemment aussi toutes les stratégies déployées après que le produit ait été donné, comme le réemploi, le redesign, le surcyclage et finalement le recyclage des différentes composantes à différents niveaux d'intégrité. Dans la mise à jour de la cartographie à paraître de la Ville de Montréal, les répondants ont été interrogés sur les stratégies qu'ils ont mises en place. Bien que ces résultats soient fragmentaires, il apparaît que la valorisation des rebuts, l'approvisionnement responsable et l'éco-conception soient les mieux implantés. Ce qui signifie que les stratégies touchant à la conception et à la production sont assez communes et ils sont plus communes que toutes celles qui touchent au modèle d'affaires comme l'économie de fonctionnalité et l'économie de partage. Je me permets de conclure cet état des lieux en revenant sur une donnée très révélatrice de l'étude de Vestec Pro pour le MEI. Donc, à la question « Quels sont selon vous les principaux défis pour l'implantation d'un modèle d'économie circulaire dans le secteur ?» Les répondants ont nommé en grand nombre le financement, suivi par le manque d'expertise et de ressources humaines. Ainsi donc, nous vous avons entendu. En troisième partie de cette rencontre, nous avons invité des organismes à venir parler de leur programme de financement. Mais tout d'abord, notre deuxième volet vise justement à démontrer l'expertise qui se tisse au Québec. Nous aurons donc le plaisir d'entendre deux membres de la communauté de pratique, Mode Habillement, ainsi que d'autres entreprises locales. Voilà, permettez-moi de quitter mon mode partage d'écran pour revenir ici. Maintenant, les 8 intervenantes d'aujourd'hui pour ce deuxième volet nous laissent entrer dans leurs univers et leurs processus créatifs et nous exposent les défis et les opportunités que représente l'implantation des stratégies de circularité. Pour leur présentation, nous leur avons donné un petit défi, soit de présenter en 4 minutes maximum avec 8 diapositives. Donc, préparez-vous, mesdames, sans plus tarder. Je voudrais donner la parole à notre première invitée, Madame Mariana Novak, gestionnaire responsabilité sociale d'entreprise chez Groupe Aldo, qui nous parlera de matériaux innovants développés et utilisés par l'entreprise. Mariana, bonjour. À toi la parole. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup. Je suis ravie d'être ici parmi vous aujourd'hui pour pouvoir vous parler de notre solution pour la circularité, donc vous présenter nos matériaux innovants. Donc, le groupe Aldo, c'est une entreprise qui est fièrement canadienne avec son siège social basé à Montréal. C'est une entreprise familiale depuis presque 50 ans qui a 3 bannières, donc Aldo, Colit Spring et Globo. Nous sommes les fabricants et détaillants de chaussures, sacs à main et accessoires avec des magasins dans plus de 100 pays dans le monde. Notre raison d'être, c'est de s'engager dans un parcours pour créer un monde où règne l'amour, la confiance et l'inclusion. Et en tant qu'entreprise carboneutre depuis 2018, nous sommes très soucieux de notre impact sur l'environnement.
Donc, chaque année, le jour du dépassement de la Terre survient de plus en plus tôt. Donc, nous venons juste d'être rappelés à l'ordre avec tous les enjeux que présente l'industrie du textile sur l'environnement. Et donc, c'est un dur rappel que les ressources de notre planète sont limitées. Et évidemment, nos habitudes de consommation ont un impact sur l'environnement et l'industrie de la mode n'y échappe pas. Donc, nos systèmes doivent systématiquement penser circulaire. La slide suivante. Je suis allée trop vite, pardon. Donc, la chaussure, c'est un produit qui est indispensable à l'homme. On a vraiment des défis très particuliers dans l'industrie de la chaussure par rapport à l'industrie du vêtement. Parce que donc, c'est un produit qui est, on va dire, multicomposite. Donc, il y a beaucoup de matériaux qui entrent en compte dans la fabrication de la chaussure. Ça doit être un produit également qui va résister dans le temps parce qu'on va l'utiliser énormément. Donc, composé de tous ces matériaux divers avec des techniques de production bien spécifiques, c'est très encore difficile ou c'est un gros défi, disons, d'être à 100% circulaire pour ce type de produit au vu des techniques et technologies qui sont disponibles actuellement. Donc, en 2020, la marque Aldo a lancé sa première collection 100% durable qui s'appelle Aldo Love Planet. Donc, c'est plus comme un laboratoire d'expérimentation pour intégrer des matériaux innovants. Donc, nous, c'est vraiment l'angle principal pour adresser les enjeux de la circularité et les principes de la circularité dans notre entreprise. C'est d'axer sur l'usage de matériaux faits à partir de fibres recyclées pour réduire notre impact sur les ressources naturelles. Donc, tous les matériaux durables que nous utilisons pour nos modèles dans ces collections-là ont aussi des certifications environnementales. Et notre première sneakers, qui s'appelle Aldo Ripple, a été donc lancée en 2019. Donc, la semelle est composée d'algues, et enfin un mélange avec des algues. Et donc, la technologie s'appelle Bloom. Et le dessus, c'est un matériau tricoté supérieur, donc fait avec des bouteilles en plastique recyclées. Donc, chaque paire, elle évite que l'équivalent de 5 bouteilles de plastique n'aboutisse dans les sites d'enfouissement. Mais on s'est rendu compte que la technologie Bloom ne correspondait pas à tous nos modèles finalement. Donc, l'équipe RSE a approché le fournisseur de cette même technologie Bloom avec un besoin spécifique, donc pour discuter avec ce fournisseur et puis voir qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place pour nos autres modèles de chaussures afin d'intégrer plus de produits durables dans nos semelles. Et donc, c'est là que la technologie CleanStep est née, donc, qui est composée d'un mélange de caoutchouc thermoplastique vierge et de biomasse d'algues. Donc, les algues qui sont qu'on utilise pour fabriquer ce matériau, elles aident à nettoyer et filtrer l'eau des lacs où elles sont récoltées. Et puis également, elles captent le CO2. Donc, ça permet d'éviter de relâcher du CO2 dans l'atmosphère. Et elles prolifèrent très rapidement. Donc, elles n'ont pas besoin de terre arable, ce qui en fait un matériau vraiment durable. Donc, pour conclure, c'est vraiment la collaboration qui est essentielle. On fait partie d'un vaste écosystème et c'est dans la même industrie qu'en collaborant, en échangeant avec nos pairs, on va réussir à ouvrir la porte sur la créativité et puis répondre en fait à cette urgence environnementale et essayer d'adresser le large défi que représente la circularité. Merci beaucoup. Merci énormément, Mariana. Donc, Aldo définitivement fait partie de nos grandes bannières qui ont su prendre le pas vers la relance verte. J'inviterai maintenant Geneviève Tremblay, océanographe et cofondatrice de Move Activewear pour nous présenter l'importance de la matière première dans leur entreprise. Geneviève, c'est à toi. Bonjour tout le monde. Merci, Marianne. Oui, effectivement, on est Move Activewear. Je m'appelle Geneviève. On fait des vêtements sport de haut de gamme, fonctionnels et on aime dire, entre parenthèses, pour la femme hyper active. On est toutes des femmes super actives dans la vie, probablement. Notre mission est vraiment de faire de notre tissu, notre innovation, notre tissu exclusif, qui est le BioMoveFlex, une nouvelle norme, en fait, pour ce qui est de l'industrie du athleisure. Donc, je vais revenir plus loin, un peu plus à qui on est, mais rentrons dans le vif du sujet. Je vais vous parler rapidement plastique, pollution, mode. Vous le savez, nous, dans le monde athlétique, on utilise la fibre synthétique, donc à la base de pétrole. Et oui, il y a du plastique dedans. En ce moment, on utilise dans le monde 69% de la mode utilise du synthétique et on pense qu'en 2030, on va utiliser 75% de fibres synthétiques. Évidemment, que ce soit une fibre synthétique neuve ou recyclée, ça demeure qu'il y a du plastique dedans. Donc, c'est quand même un petit
angle mort au niveau de la mode parce que moi, je veux parler du microplastique. Donc, sachez que quand on lave nos vêtements, bien évidemment, il y a beaucoup de microplastiques qui se rejettent dans les égouts et vers les océans puisqu'ils sont très, très, très petits et ne sont pas filtrés. Et aussi, l'enjeu, c'est ça se dégrade rendu dans les océans. Et c'est une source de CO2, malheureusement, et c'est une publication qui est sortie en 2018. C'est un effet méconnu. On en entend un petit peu plus parler. Donc, ces microplastiques-là, évidemment, affectent la biodiversité des océans. Et c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Donc, souvent, quand on ne voit pas, on n'en entend pas parler. On en entend parler de plus en plus. Et donc, on s'attaque, nous, à cet enjeu-là parce qu'on n'a pas le choix, malheureusement, d'utiliser du synthétique pour avoir une fibre performante qui respire pour le monde du sport. Donc, d'après un rapport de juin 2011, les grands brands, les grandes marques de ce monde n'ont pas exprimé aucun plan pour réduire cette fibre dont je parle, qui est la fibre synthétique. Et nous, ça fait 3 ans qu'on travaille sur une solution, on est en phase 1 sur 3. Donc, on a créé le textile qui est biodégradable Mouflex et va limiter les rejets de microplastiques dans les océans. Et aussi, au lieu de, quand c'est rendu dans un site d'enfouissement, plutôt que prendre 400 ans pour, par exemple, pour se dégrader naturellement, ça va en prendre beaucoup moins. C'est sûr qu'on est en phase 1, on est à 80% de fibres biodégradables. On travaille fort pour en avoir du 100%. Parce que dans notre blend, évidemment, il y a du spandex et il y a du nylon. Donc là, c'est un gros processus pour en arriver à du 100% biodégradable. Et on essaie de regarder le cycle de vie au complet. On parlait de cycle de vie tantôt, en amont et en aval. On est vraiment dans la phase d'utilisation en ce moment, la phase de lavage, donc la phase qui rejette des microplastiques. Et on a beaucoup d'apports sur la biodiversité des océans. On fait tout local, donc tout ce qui est au niveau de l'encouragement aussi, de l'innovation, tout est fait local ici. Puis, il ne faut pas oublier aussi, on encourage beaucoup la santé et le bien-être. On l'oublie des fois, mais c'est très important pour la tête, le corps. Fait qu'on est vraiment dans la loi du développement durable, là. On en touche une coupe, puis c'est très important pour nous. Pour la suite, bien évidemment, je parle beaucoup de recherche et développement, d'analyse de cycle de vie, essayer de faire beaucoup plus d'efforts au niveau du amont, du aval, plutôt que l'utilisation. Et on a des partenaires pour faire des vrais tests en milieu naturel avec l'Université d'Hawaï, des anciens collègues en océanographie de moi. Donc, on a beaucoup de recherche et développement qui s'en vient pour en atteindre une phase 2 et une phase 3 encore plus verte, si je veux dire. Mais bon, ça prend du temps et on a dit tantôt, ça prend du financement aussi. Donc, on travaille là-dessus. Et je veux finir sur une citation. Ce n'est pas ma citation, donc je n'ai pas de crédit pour ça. À la fin, nous ne conserverons que ce que nous aimons, nous n'aimerons que ce que nous comprendrons et nous ne comprendrons que ce qu'on nous enseigne. Donc, ça fait partie de notre mission chez Move Activewear d'éduquer aussi. Puis, je suis océanographe de formation, entre autres. Mais je pense que c'est important aussi de parler de justement l'enjeu en ce moment que je vous apporte aujourd'hui. C'est l'enjeu que l'on ne voit pas à l'œil nu, les microplastiques, et on va essayer de trouver des meilleures solutions vers ça. Donc, voilà. Merci énormément, Geneviève. Écoute, l'approche de Move Activewear est absolument admirable, c'est-à-dire de faire autant le développement de la matière première, en plus des vêtements, en plus de monter une entreprise. Vraiment, félicitations. Merci beaucoup. J'inviterai maintenant Claudia Chassé, présidente fondatrice de l'entreprise Leadpool, à venir nous parler d'éco-conception et de versatilité dans le secteur des vêtements de maternité. Claudia, c'est à toi. Bonjour, moi c'est Claudia, je suis la fondatrice de Leadpool. Leadpool, c'est né d'abord d'un besoin. J'avais envie de me sentir bien. En fait, j'en avais besoin. Puis à ce moment-là, je me suis mise à rêver aux vêtements parfaits de maternité, à le voir autrement, à l'imaginer, le réinventer. Puis à tout ça dans le but de la recherche d'un feeling, de me sentir bien. Pas vite. Donc, je vous mets en contexte avant toute chose. Dans le fond, la maternité amène son lot de nouveaux besoins. On doit s'adapter à un nouveau corps, on doit se découvrir en tant que mère, mais aussi on doit surtout se redécouvrir en tant que femme. De là, l'essence de se sentir simplement bien. Puis ce besoin-là dépasse le 9 mois. Ensuite, je me suis mise à réfléchir aux impacts. C'est un fait connu, on en a parlé beaucoup. L'industrie du vêtement est l'une des plus polluantes. Donc, pour moi, ça faisait vraiment un non-sens de créer un vêtement seulement pour 9 mois, puis après, de au revoir aux poubelles. Donc, il fallait que je trouve un moyen de le pérenniser.
de pérenniser mon idée pour la rendre plus durable. Il fallait que je pense au après dès la conception. Donc, j'avais ma mission de me sentir bien, mais maintenant, j'avais mon objectif du avant, pendant et après. Donc, depuis 5 ans, chaque produit fabriqué par Letpool a d'abord été rêvé et conçu dans le détail en pensant à toutes ses vies, toutes ses silhouettes, tous ses événements. Mon point de départ a été le mix and match, mais honnêtement, je ne savais même pas à la base que c'était de l'éco-conception. J'ai été vraiment par un feeling d'y aller dans le après et de considérer le vêtement dans son ensemble. Donc, la démarche d'éco-conception nous pousse à voir au-delà du vêtement. D'abord, on a un besoin. Par exemple, la robe de maternité, qu'on se sent bien, confortable. Donc, une fois ce besoin puis le design de base initial pensé, c'est ici que le travail de Letpool commence. On déconstruit le vêtement dans le détail, du concept, la confection, les matières, comment la rendre le plus versatile possible. Tous ces éléments-là en tête nous amènent à réinventer un nouveau produit, un nouvel outil au service des mamans au-delà du vêtement. Cette conception unique-là nous emmène, notre conception unique du vêtement de maternité nous permet de nous démarquer du marché avec, par exemple, notre concept Mix and Match amène une réduction de la désuétude entre les saisons puisque les vêtements sont réutilisés entre les saisons. On a aussi une augmentation forte de la fidélisation, puis année après année, une croissance importante de notre clientèle, puisqu'à notre clientèle actuelle qu'on réussit à garder avec nous après la maternité, on additionne toutes les mamans qui, chaque jour, tombent enceintes, accouchent et allaitent leur enfant de plus en plus longtemps. Cette recherche-là vers la durabilité dans la maternité nous emmène sur l'autre défi technique et monétaire. On doit toujours trouver l'équilibre entre jusqu'où on va pousser le développement de nos produits, avec les ressources disponibles, les matières qu'on peut utiliser et l'équilibre avec ce que les clientes sont prêtes à payer, notre clientèle cible en congé de maternité est prête à payer. Donc, tout ça dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre quand même important. Donc, on joue vraiment, on doit faire des choix par la matière, le concept, mais tout ça en gardant l'idée du produit durable. Donc, quand j'ai lancé Letpool, en fait, moi, je n'ai pas de formation en mode. J'avais juste ma créativité à mon service pour me lancer dans ce défi-là, d'avoir un vêtement périn dans la maternité. Donc, je ne savais même pas si c'était possible de le faire, puis je me suis lancée dedans. Chaque déconstruction me ramène à ce point-là, parce que je ne sais jamais si ça va être possible. Puis c'est là que le défi de Letpool, c'est de le rendre possible, puis c'est de savoir aussi par la différence entre la persévérance puis l'acharnement. Donc, c'est encore une question d'équilibre entre qu'est-ce qu'on souhaite vraiment. L'après, donc, on a survolé qu'un aspect de Letpool, en fait, au niveau de l'éco-conception, mais les engagements de Letpool dans une économie circulaire sont beaucoup plus vastes. Donc, au niveau de l'éco-conception, on veut pousser notre phase dans une éco-conception zéro déchet. Ensuite, une production locale responsable à une production locale engagée, puis pousser la commercialisation au-delà de la maternité. Bravo, merci énormément pour ce partage. Vous touchez vraiment à un secteur en la maternité qui semble être voué à une obsolescence programmée après 9 mois. Cette transition-là vers de suivre la femme tout au long de son développement après la maternité, quel beau projet. Merci énormément. J'inviterai maintenant Émilie Pittman, fondatrice de M&May, qui nous présentera son modèle d'affaires basé sur le fait sur demande. La présentation sera en anglais, mais je vais vous faire une petite traduction en français juste après sa présentation. Donc, Émilie, c'est à toi. Hi, so I'll be talking to you all today about the sustainability at M&May. So who we are, my name is Emily Pittman, and I am the owner and designer of M&May. So we are a women's swim and loungewear brand with a strong focus on sustainability and ethical practices. So we offer a very inclusive size range of about extra small to 2XL, but we also offer custom sizing. All of our pieces are made to order in our Montreal studio by our team of 5 women. Oops. So why sustainability? So the problems we are trying to combat are mass consumption, clothing that ends up in landfills. We are trying to combat pieces that aren't made to last, unethical practices, and unfair wages. So our goal as a brand is to provide customers with a clear conscience while they shop so that they know that they can trust every piece has been sourced carefully, they have been produced ethically, and we are using sustainable materials.
So how do we practice sustainability? So the main focus for us today is our made-to-order business model. So what that means is that the manufacturing begins only once a piece has been ordered. That provides us room for customization, so custom sizing and our very inclusive size range. We have no pre-made stock, which means no pieces go to waste, and that we purchase our fabrics in quite small quantities so that we don't have any fabric left over either. How does a made-to-order business model work? So basically, once an order is received, we print the packing slip, and then we make our cut sheets. So all of this happens in color batches. So then after we make our cut sheet, we cut in color batches and sew by color also. So this provides efficiency in our production. And then after that, that's when we pack and ship the orders out. So how does this help the environment? So by providing a made-to-order business model, we have no leftover stock. So we only really make what has been ordered. We keep our fabric quantities to a minimum so that we would rather reorder rather than have rolls of fabric that stay in our studio and that are wasted. We also work with local designers that make patchwork garments. So all of our scrap fabric goes to them, so which equals basically zero waste. Although it is really fun made to order, we do face a lot of challenges. We have really high increased wait times, so between 4 and 5 weeks production. We have increased costs because we sew in smaller quantities. Of course, we have human error. Everything is made by hand and in smaller batches, so like sometimes things can go wrong. We have less efficiency in production, again, because of small batches. It's not always the same piece being made. We have irregular sales and availability of supplies because we constantly have to reorder. Sometimes the products aren't always available. What we have learned works for us is quality over quantity, of course. We would rather produce items of very good quality rather than create thousands of them. We try to keep a really clear communication with our customers so that they are aware of our time frame, what they're receiving, and that they are aware of all of the things that we do that's sustainable. We also concentrate our orders through scheduled drops, so this also helps us be more efficient in terms of production. And then we order supplies that have multiple uses so that it can be used throughout the full production, and we still have no waste. Our next moves, we would like to hire more employees. I always want to keep my made-to-order business model. So hiring more seamstresses, expanding our space would be amazing. Also hiring someone who is very knowledgeable in sustainability to help us expand that way and see how we can improve. We would like to produce our own fabrics so that we can have full control over the fiber content, where it's made, how it's made, and reduce our paper usage in the next year, digitalize more things. All right, so that's all. If you want to know more about our sustainability, we have a lot of info on our website. But thank you so much. Merci, merci beaucoup, Émilie, pour ce partage. Je vais maintenant faire une petite traduction de ce qu'Émilie vient de présenter, en espérant ne pas passer trop rapidement sur certains points importants, mais bon. Donc, M&ME, c'est une marque de vêtements de détente et de maillots de bain pour femmes qui encourage la diversité des corps avec une gamme de tailles inclusive. La durabilité et les pratiques éthiques sont au cœur de la démarche d'Émilie. Les produits sont conçus pour durer et sont fabriqués sur commande à Montréal par une équipe de 5 femmes. Avec sa marque, Émilie souhaite remédier aux enjeux créés par la mauvaise qualité des produits et par les pratiques contraires à l'éthique. Mais elle souhaite surtout s'adresser à la surconsommation, qui engendre du même coup une surproduction. Une des solutions qu'elle applique dans son entreprise est de fabriquer les vêtements seulement lorsqu'il est vendu. En plus de pouvoir personnaliser ses vêtements et de faciliter l'offre de tailles variées, ça permet d'éviter les surplus de production. Ce modèle d'affaires comporte toutefois des défis. Comme les vêtements sont faits un à un et qu'il faut intégrer les demandes personnalisées, la production est moins efficace et les coûts augmentent. Il est aussi possible de manquer de tissu si un modèle s'avère plus populaire que prévu. Un autre défi auquel la marque fait face est l'augmentation du temps d'attente pour la réception du produit par le consommateur. Comme le produit n'est fabriqué qu'une fois vendu, on est loin d'un modèle d'envoi accéléré qui réduit au minimum les délais d'attente.
Par contre, pour contrer ces défis, la marque trouve des solutions dans une offre de qualité plutôt que de quantité, une communication régulière avec les clients pour les tenir informés des étapes de production de leurs vêtements. Ensuite, en concentrant les commandes dans une fenêtre de temps permettant d'augmenter l'efficacité de la production et en étant stratégique dans les commandes, en s'approvisionnant d'éléments interchangeables dans différents styles. Pour la suite de leur développement, Émilie cherche à améliorer ses processus à l'interne et peut-être produire leur propre tissu. Merci beaucoup à toi, Émilie. J'inviterai maintenant Raphaëlle Bonin, fondatrice de Station Service, pour nous présenter son entreprise de location comme alternative à l'achat. Raphaëlle, c'est à toi. Bonjour, mais je me présente, je m'appelle Raphaëlle Bonin, je suis la propriétaire de la boutique Station Service. Donc, Station Service, c'est quoi? C'est une boutique concept de produits éthiques et locaux. Donc, on a une boutique transactionnelle, une boutique physique et un site web transactionnel, pardon. On fait la livraison partout en Amérique. Et dans le fond, nous, on est né d'un service de location de vêtements, puis éventuellement, on a intégré aussi la vente de produits de créateurs locaux. Pour nous, dans le fond, Station Service, c'est d'abord et avant tout une boutique de destination où on vient vivre une expérience de magasinage. Station Service est né justement du problème de surconsommation de vêtements. Vraiment, j'ai vu le documentaire de True Cost, comme peut-être certains d'entre vous, et j'avais à l'époque 26 ans, j'étais aux études, puis ça a fait son chemin, puis éventuellement, j'ai décidé de lancer un service de location de vêtements qui proposait justement des vêtements de créateurs locaux. C'était vraiment notre angle qui nous différenciait au départ. Donc, de vraiment travailler auprès des créateurs canadiens, principalement montréalais. La location de vêtements, c'est sûr que pour nous, au début, c'était plus ou moins connu. Il y avait quelques entreprises qui le faisaient déjà, mais les gens entraient en boutique sur la rue Rachel, notre toute petite boutique, puis on leur parlait de location de vêtements, puis ils étaient comme OK, ils ne comprenaient pas trop. Fait que ça a été vraiment beaucoup d'éducation, de montrer aux clients que c'était une belle opportunité de louer des tenues pour des événements spéciaux, puis d'acheter, dans le fond, des vêtements pour le quotidien, des pièces durables, des vêtements, des jeans, une belle chemise, un bon T-shirt que tu achètes pour longtemps, mais que tu loues des tenues pour des événements. Comment on a réussi à faire, dans le fond, on a lancé, c'est ça, le service de location, puis éventuellement, on a déménagé dans une boutique sur Rachel. Ça s'est fait évidemment avec des gens. J'ai mis des petites photos pour voir un peu justement à quel point ce n'est pas un projet qui se fait seul, c'est un projet qui est fait en commun. On travaille avec plus de 75 créateurs locaux. On a eu aussi beaucoup de collaborateurs à travers les années, une équipe. Présentement, l'équipe de Station Service, on est seulement 4. On intègre une nouvelle recrue cette semaine. Donc, l'équipe est petite, mais elle est très créative. Puis c'est ça, mais en fonction de... Quand tu te lances en affaires, il y a principalement, un des premiers enjeux, c'est souvent le financement, surtout quand tu es étudiant. Comme moi, je sortais des études, donc je n'avais pas cumulé des gros budgets. Fait que ça a été, oui, le financement. Après ça, c'est les ressources humaines, parce que ton idée, bien, tu l'as en tête, mais après ça, comment la déployer, comment faire en sorte que ça se passe, bien, c'est de trouver les bons joueurs clés, les bons collaborateurs, les bons partenaires. Il y a aussi tout le jeu de logistique autour de la location de vêtements. Le client vient en magasin, il l'essaye, il porte, il le ramène, on l'envoie chez le nettoyeur. Donc, il y avait toute cette espèce de danse-là qui était assez sportive au départ. Puis, bien, nous, le plus grand enjeu récemment, ça a été évidemment l'arrivée de la pandémie qui a mis pause à notre service de location de vêtements. Donc, ça a été assez particulier dans le sens où on a dû un peu revoir qu'est-ce qu'on allait proposer à la clientèle. Il a fallu être très créative. On est une équipe de femmes. Puis, bien, ce qu'on a fait, c'est qu'on a intégré la section prix doux. Donc, la section prix doux, c'est du seconde main canadien principalement, des pièces déjà louées qu'on avait en inventaire, qu'on a mis à la vente, des fins de collection de créateurs, mais qui fit avec les saisons. Donc, de prendre une collection d'automne puis la présenter à l'automne suivant pour justement bien, revaloriser le fait que c'est des pièces qui sont durables, qui ne sont pas une tendance éphémère. Il a fallu aussi être créatif puis avoir du guts, si je peux me permettre l'anglicisme. Donc, on a déménagé dans une boutique 6 fois plus grande. Fait que ça a été un beau challenge, mais qui nous permet aujourd'hui
de réfléchir à des nouvelles idées pour être créative, pour avoir la possibilité de rêver. Fait que la leçon pour moi, c'est de s'entourer avec des bonnes personnes, des personnes de confiance, mais aussi avoir l'esprit ouvert, l'esprit créatif, puis s'adapter selon justement les circonstances qui sont souvent difficiles à prévoir. Donc, moi, personnellement, je ne serais pas ici aujourd'hui sans mon équipe, sans les créateurs, sans nos partenaires. Donc, de vraiment avoir une équipe solide comme ce beau dessin. La suite, en ce moment, c'est un peu étourdissant. Il y a Noël qui s'en vient, fait que je suis les 2 pieds dedans. Mais présentement, c'est vraiment de stabiliser nos acquis, habiter l'espace dans lequel on vient de déménager, raffiner notre sélection, développer le volet stylisme, puis faire de la co-création avec nos créateurs parce que, justement, quand tu co-crées, mais tu développes des nouvelles stratégies, des nouvelles idées encore plus éthiques. Donc, ouais, je pense que c'est ça pour la suite, pour Station Service. Merci beaucoup. Notre site web, Instagram, vous pouvez venir nous voir en boutique. Puis aussi, je lance le fait qu'on cherche aussi des gens pour le temps des fêtes. Donc, voilà, merci. Merci énormément, Raphaël. Écoute, c'est absolument fascinant de suivre l'évolution de ton entreprise et de voir comment tu diversifies, comment toutes les approches sont bonnes. Félicitations. Merci. Comme vous le savez peut-être, c'est la Semaine québécoise de la réduction des déchets cette semaine qui est en cours. Et aujourd'hui, nous sommes très fiers de mettre de l'avant des entrepreneurs qui mettent justement des pratiques de réduction de déchets de l'avant. Alors, notre prochaine invitée, Noémie Vido-Mayette, qui est la fondatrice de Collatéro et qui nous parlera de l'intégration du surcyclage au cœur de ses pratiques d'affaires. Noémie, c'est à toi. Bonjour Marianne. Bonjour, donc mon nom c'est Noémie Vido-Mayette. Je suis éco-designer, fondatrice de Collatéro. C'est un atelier de design qui propose, oui, du prêt-à-porter, des accessoires entièrement surcyclés, mais c'est surtout pour moi un moyen de partager en fait des alternatives de production et de consommation responsables, notamment en produisant une balado-diffusion où on présente le savoir-faire durable des entreprises d'ici. Parce que Collatéro, ça a commencé avec une quête personnelle d'une garde-robe écologique et locale. Et comme Marianne le soulignait, comme on a soit délocalisé ou fermé nos industries textiles au Québec et qu'en plus de ça, on brûle ou on jette 200 000 tonnes de textiles par année, le choix comme le plus éco-responsable et à ma portée, ça a été vraiment de revaloriser la matière qui était tout simplement existante et qu'on ne souhaitait plus utiliser. D'où le surcyclage comme moyen de produire localement et aussi sans déchets. Puis, c'est globalement pour moi, c'est une alternative qui vient comme compenser les impacts de notre industrie au sein de l'industrie puisque le surcyclage se nourrit des déchets de l'industrie. Donc, c'est mon processus, ça vise à redonner une valeur et un attrait à l'origine du vêtement, donc en maximisant son utilisation, puis aussi en augmentant sa durabilité. L'idée, c'est comme pas de réinventer la mode, mais c'est plutôt de réinventer comme nos pratiques et notre façon de la consommer, donc notre regard sur la mode. Donc, je fais le chemin inverse de la conception traditionnelle parce que je dois tenir compte du style du vêtement ou du textile, de la composition et de son état, de l'état de la matière lorsqu'il arrive à l'atelier. Donc, je travaille à partir de la matière et ensuite, je dois produire un design qui le met en valeur. Et le résultat, c'est que j'évite de créer de nouveaux déchets à la source parce que je n'utilise pas de matière neuve ni de garniture neuve, mais aussi je minimise les ressources de ma production et mes déchets. Et mon moyen d'approvisionnement, je dis toujours que c'est la collaboration parce que tant au niveau de la matière que la diffusion de contenu, c'est toujours en contact avec des humains. Donc, Collatéro, le balado, Collatéro Balado, je partage la visibilité, je veux pas, avec des entreprises en présentant leurs initiatives à elles. Puis, pour la matière, je collabore avec des friperies, avec des entreprises de désencombrement qui sont de plus en plus populaires. Et dans le fond, je revalorise les vêtements qui auraient été destinés à être jetés. Puis aussi, je reçois beaucoup de dons désencombrants des designers locaux, que ce soit des fins de rouleaux, des fins de série, des garnitures. Et ça me permet, en fait, de créer finalement ma collection, une collection de vêtements qui on présente en fait la mode circulaire, aussi une mode durable en travaillant éthiquement de manière locale, en donnant un nouveau cycle de vie à la matière existante, en mettant en valeur aussi la fabrication de vêtements de qualité pour qu'ils puissent durer dans le temps, puis surtout en donnant un aspect unique aux vêtements pour encourager une consommation attentionnée et réfléchie auprès de notre clientèle. Les défis, en fait, de l'entreprise de surcyclage, c'est d'accepter seulement les dons
qu'on peut réaliser, dans le fond, dans une année. Parce que c'est vraiment difficile de ne pas se tenir responsable de tous les déchets textiles quand le téléphone sonne. C'est de faire connaître aussi mon entreprise parce que c'est une pratique méconnue, je ne veux pas le surcyclage, mais aussi c'est à l'intérieur d'un secteur de la mode qui est vraiment saturé. Puis aussi, c'est d'arriver à proposer des alternatives attrayantes sans aller créer un besoin aussi chez la clientèle. Donc ça, c'est toujours aussi un défi au niveau de la visibilité. Et les apprentissages que j'ai faits, parce que c'est notre première année d'existence cette année, c'est d'aller intégrer ou modifier une pratique à partir des moyens qu'on a. Donc, vraiment d'aller pas à pas. Donc, ça, c'est toujours aussi un défi. Et d'habituer la clientèle à ce que les modèles soient produits au fur et à mesure. Donc, pour ne pas déployer des ressources inutiles et créer des déchets. Et de partager aussi, de collaborer parce que ça valorise une économie circulaire sur le plan des ressources matérielles, locatives, promotionnelles aussi. Et aussi, ça permet de créer une relation de complémentarité entre nos entreprises, puis en fait, un échange, puis une transmission, dans le fond, de notre savoir-faire entre nous. Et la prochaine étape, c'est dans le souhait de complémentarité, c'est que Collatéro offre à partir d'aujourd'hui un service aux designers pour collaborer à la création de vêtements uniques à partir de vos imparfaits. Parce qu'on souhaite donner de la valeur au travail et aux ressources, dans le fond, qui sont utilisées, qui sont nécessaires pour chaque pièce de vêtement. Et on souhaite présenter une mode conçue et consommée pour être adoptée, chérie et aussi vraiment trop portée. Donc voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Merci énormément, Noémie. Écoute, ton entreprise est définitivement pionnière. Développer un modèle d'affaires autour du surcyclage, c'est inusité. Et surtout, de développer ce savoir-faire pour être capable de le déployer à grande échelle. Bonne chance pour la suite. On a très hâte de suivre l'avancée de ton entreprise. Merci, Noémie. J'inviterai maintenant Elissa Serosso, qui est la fondatrice de sa marque éponyme, qui nous parlera aujourd'hui d'une part de la taille de sa poubelle, mais aussi de l'importance de la notion de durabilité dans tous les sens du terme. Bonjour Elissa, c'est à toi. Salut Marianne, bonjour tout le monde. Je suis Elissa Serosov. Depuis plus de 13 ans, je crée et confectionne des vêtements haut de gamme dans une mentalité slow fashion et tout est entièrement fabriqué à Montréal. J'haïs la mode et les tendances, mais je suis une grande amoureuse du vêtement. Et je suis convaincue que nous pouvons entretenir une longue relation avec les vêtements que nous achetons. Je travaille sans couleur. Mes collections sont intemporelles et minimalistes, avec une qualité en accord avec mes valeurs. Et je ne coupe pas les coins, j'aime bien trop les carrés. Je travaille avec des tissus naturels et de grande qualité afin d'offrir un vêtement haut de gamme et le plus durable possible. Et je pense profondément que le processus est aussi important que le produit final. Repenser la valeur que l'on apporte aux vêtements, repenser la façon de créer et confectionner, c'est un exercice difficile, mais surtout, cela nécessite d'enlever la valeur monétaire de l'équation. Car oui, cela a un coût de faire du vêtement autrement. À mes yeux, un des problèmes majeurs qui m'a toujours choquée dans l'industrie de la mode est la valeur qui est donnée aux vêtements par les compagnies qui les fabriquent. Le vêtement est devenu un objet de surconsommation au même rang que le dentifrice ou le papier toilette. C'est catastrophique. Le vêtement est devenu un outil à faire du cash, aux dépens de son authenticité, aux dépens de la planète, aux dépens des humains. Et nous faisons face maintenant à une toute nouvelle génération de marques qui racontent de la bullshit aux consommateurs afin de vendre plus et de laisser croire à ce dernier qu'il fait un choix éthique, juste car ce sont des imperméables en plastique recyclé, tandis qu'un choix éthique, c'est un tout. Je ne m'énerverai pas là-dessus aujourd'hui parce que mon temps de parole est limité, fait que je vais continuer. Lorsque j'ai créé ma marque éponyme en 2008, je voulais faire tout le contraire de ce que font habituellement les entreprises de vêtements. Fabriquer localement, c'était même pas une question. Et comme de fait, une grande partie est fabriquée dans mon atelier, et cela à la commande. Et en incluant le sur-mesure, on arrive à une majorité fabriquée ici même. Je voulais aussi que pour certains items, cela soit des mini-productions afin de jamais avoir d'invendu et donc quasi jamais être en solde. Une des choses dont j'ai toujours été fière, c'est la taille de ma poubelle. Je vous la montre si on veut bien me mettre sur la caméra, mais je ne sais pas si on peut me voir, mais c'est souvent difficile à croire, mais ma poubelle est généralement remplie et vidée une seule fois par semaine et elle mesure seulement 16 pouces par 10 pouces par 7 pouces. Donc, vous vous imaginez bien qu'elle tient dans mes mains, ma poubelle. Pour arriver à cela, j'optimise mes patrons afin d'avoir le moins de pertes possible. Quelques retailles sont donnés à des entreprises zéro déchet qui s'en servent, qui les transforment
transforment pour leurs produits et d'autres retailles sont transformées en papier. Oui. Fabric Waste Makes Paper. Désolée, il manque un S au Makes. Je suis meilleure en couture qu'en orthographe. Mon idée, c'était de réduire encore plus la taille de ma fameuse poubelle en créant une économie circulaire à même mon entreprise grâce à certaines de mes retailles de tissus. 95% de mes tissus sont des 100% naturels, sans aucun synthétique dedans, et environ 40% de ces retailles sont transformées en papier, fait à la main à Montréal et imprimé chez un imprimeur local, afin de devenir mes étiquettes de prix que j'accroche sur mes propres vêtements, évidemment. Pour la suite, en fait, ça a déjà commencé. En septembre dernier, j'ai pondu une collection de maroquinerie en cuir de pomme. J'ai longtemps cherché une alternative à l'animal plus écologique que le faux cuir habituel, qui est en fait purement du plastique et ça tue des animaux pareils, mais d'une autre manière. L'exercice avec cette collection, c'est que je souhaitais une collection complètement zéro déchet. Je voulais rien jeter de cette matière-là. Tout est fabriqué donc à la commande. Il n'y a pas de production. Et là aussi, tous les patrons ont été pensés et optimisés pour rentrer dans la largeur de la matière. Mais également, les petits bouts restants sont utilisés pour fabriquer 3 styles de porte-clés différents que vous pouvez voir sur la photo sur l'écran. Pour finir, j'ai envie de dire, on voit depuis plusieurs années des marques qui surfent sur la tendance verte, un greenwashing répandu mondialement qui laisse croire aux consommateurs qu'il prend la bonne décision. Ce qu'il faut surtout, c'est stopper la surproduction, réduire les déchets, arrêter d'exploiter des humains et surtout arrêter de penser juste à faire de l'argent à tout prix. Pour finir, je vais juste dire comme une quote qui m'appartient, je pense, être éthique n'est pas une tendance, c'est une mentalité. Merci pour votre écoute. Merci énormément, Elissa. Merci pour ton engagement, merci pour ton authenticité, merci pour tes paroles franches. Donc, sur ce, j'inviterai maintenant notre dernière invitée pour ce panel et qui clôturera le deuxième volet. J'invite Anne-Marie Laflamme, cofondatrice d'Atelier B et membre de notre communauté de pratique, à nous présenter la démarche qu'elle a menée afin de développer une collection d'objets décoratifs. Anne-Marie, bonjour, c'est à toi. Salut, bonjour tout le monde. Donc, je suis la cofondatrice et la co-designer d'Atelier B. C'est une entreprise que j'ai fondée avec ma meilleure amie il y a plus d'une douzaine d'années. Donc, c'est une marque de vêtements pour hommes, femmes et enfants qui est évidemment fabriquée à Montréal. On travaille avec des fibres naturelles. Puis, chez nous, l'accent est vraiment mis sur la collaboration, la communauté et sur le transfert du savoir-faire. Bon, nos produits sont surtout vendus en Amérique du Nord. On a une boutique en ligne et on a un atelier Pignon sur rue dans le Myland qui célèbre d'ailleurs son 10e anniversaire cet automne. Ça passe très vite. Donc, quand le projet a été lancé en 2009, nous, on faisait partie d'un mouvement, d'ailleurs avec Elisa, on a commencé à peu près en même temps. C'est un mouvement assez jeune qu'on qualifiait à ce moment-là des designers éthiques. Avec le temps, par chance, les pratiques éthiques se sont répandues. Elisa parlait du greenwashing, c'est venu en parallèle avec ça malheureusement, mais grâce à nos valeurs, à Catherine puis à moi, nous, on a toujours souhaité innover au niveau du développement durable puis de nos pratiques. Donc, on a mis en place plusieurs choses au fil du temps, comme par exemple un système de réparation de nos vêtements, des altérations de nos produits vendus aussi. On a misé sur l'éco-conception, la production sur demande. Puis, on a développé une économie de services en offrant des cours pour transmettre le savoir-faire textile. Et puis, au printemps dernier, on a lancé notre programme de collecte de vêtements en fin de vie. Donc, malgré toutes ces choses-là qu'on avait mis en place depuis 2009, un problème qui nous pesait beaucoup, c'était les retailles textiles. Donc, malgré le fait qu'on place nos pièces de patron en optimisant la matière, on fabrique des petits objets avec les retailles, malgré tout ça, à cause de notre volume de production, il restait plus d'1 tonne de rebuts textiles qui allaient directement à l'enfouissement à chaque année. Donc, cette matière-là, qui est de première qualité, elle a demandé beaucoup de ressources et c'est aussi notre source d'inspiration principale. Donc, on cherchait comment lui trouver une utilité qui allait être à la hauteur de ses qualités. Donc, en s'intéressant à l'économie circulaire, on a eu l'envie de développer quelque chose qui est un peu plus radical. Nous, comme je vous disais, ça faisait 10 ans qu'on améliorait progressivement chacun de nos processus, mais on avait l'impression que ce n'était pas assez. Puis en regardant le Cradle to Cradle, puis les initiatives des autres industries, on a eu l'idée de voir les retailles comme une nouvelle matière en soi transformée. Donc, ça fait 2 ans qu'on fait des tests, l'échantillonnage de différentes techniques pour trouver comment créer quelque chose qui respecte notre valeur puis notre mission.
Donc, c'est grâce à cette nouvelle matière-là, qui est non toxique, que vous voyez à l'écran, qui est inspirée en fait par les techniques traditionnelles de papier. Comme toutes nos matières, nous, sont naturelles et principalement cellulosiques, on peut transformer les fils en pâte. Puis, ce qu'on fait, c'est qu'on les moule, on les thermoforme. Notre objectif, c'est de créer des objets tridimensionnels en réinterprétant en fait les techniques de papeterie. Ce qu'on trouve le plus intéressant, c'est que cette matière-là, elle peut être retransformée encore et encore sans perte de qualité pour idéalement jamais se retrouver à l'enfouissement. Ça va vite, ça va vite. La première phase de notre projet, nous, on l'a autofinancé. Notre principal partenaire pour la recherche était Sophie d'Atelier Retail, que vous connaissez peut-être. Donc, de façon artisanale, on a prouvé la faisabilité de ce projet-là. Bon, la pandémie, elle a ralenti un peu cette étape, mais ça nous a permis de prendre bien le temps de faire les choses, puis même de voir plus grand. Le printemps dernier, on a lancé la première phase du projet. On a mis sur le marché les premiers objets. Puis, entre-temps, on a eu une collaboration financière de la SODEC grâce à leur programme pour les initiatives innovantes. Donc, on a pu passer à la phase 2 de recherche et développement. Cette aide-là, elle va nous permettre d'élargir les applications. On a des nouveaux partenaires comme Synergie Montréal qui est présent aujourd'hui et Innofibre à Trois-Rivières. On en est là à tester les moules, le thermoformage, l'imperméabilité en ayant toujours en tête que les solutions qu'on trouve doivent être non toxiques et puis que la matière qui est créée avec tout ça puisse se transformer encore et encore sans perte de qualité. Donc, nous, notre principal défi, ça a été de se faire prendre au sérieux par certains intervenants, en fait, surtout les industriels, parce qu'en fait, notre entreprise, elle est très petite à leurs yeux, donc nos volumes de retail, bien qu'ils semblent très grands pour nous, la taille, c'est relatif. Donc, ça a été une démarche de convaincre et de séduire chacun de ces partenaires-là. Donc là, je vous présente, pour finir, notre graphique de cycle de vie, où toutes nos initiatives en développement durable sont présentées. On y voit donc nos engagements au niveau du transfert du savoir-faire, de l'enseignement, de l'éducation, les dons qu'on fait à des artisans récupérateurs, nos collaborations aussi, la collecte de vêtements fin de vie, puis bien sûr le projet que je viens de vous présenter. Notre ambition pour le futur, c'est d'inclure les chutes de production d'autres entreprises locales qui travaillent elles aussi les fibres naturelles. Ce qu'on aimerait, nous, vraiment, c'est de contribuer à résoudre ce problème-là à plus grande échelle. Mais d'ici là, on continue de réfléchir à notre pratique. On fait partie en ce moment du parcours développement durable de la Ville de Montréal. On est aussi en processus de certification B Corp et Écocert. Puis ces processus-là, ça nous aide à voir nos angles morts, à prendre du recul aussi sur notre travail. Parce que ce qu'on trouve important, c'est de jamais s'asseoir sur nos avancées si on veut pouvoir continuer d'innover avec le temps. Donc, la prochaine décennie, on l'espère, va être encore plus innovante. Merci. Merci énormément, Anne-Marie. Atelier B est depuis longtemps une entreprise modèle, mais encore aujourd'hui, vous êtes absolument pertinent. Et c'est très intéressant de voir comment une entreprise de notre secteur transcende le milieu des textiles et de l'habillement pour aller vers un milieu plus inconnu, c'est-à-dire le développement de produits décoratifs. Merci énormément pour le partage. Anne-Marie, et merci à toutes nos intervenantes de nous avoir présenté vos parcours. Merci de tracer la voie pour toutes les autres entreprises qui se demandent un peu par où commencer. Alors aujourd'hui, on a vu des stratégies qui touchent aux matières premières pour trouver des matières qui ont moins d'impact sur l'environnement, à l'éco-conception, comment faire les vêtements pour qu'eux-mêmes durent plus longtemps, produisent moins de déchets, à la production, le fait sur demande, une stratégie qui devrait de plus en plus prendre sa place dans notre industrie, la location des vêtements avec station-service, plutôt que la possession, pourquoi ne pas emprunter, le surcyclage, prendre des vêtements qui existent déjà et de les remodeler pour les remettre au goût du jour, la mode intemporelle, comment combattre la mode éphémère? Bien, évidemment, en ralentissant la vitesse à laquelle l'événement tombe en désuétude esthétique et émotive. Et évidemment, la dernière stratégie, et non la moindre, celle du recyclage de nos retails et de nos vêtements. Donc, cela conclut notre deuxième volet. Merci encore à toutes nos intervenantes. J'aimerais maintenant vous introduire le troisième volet. Donc, celui où nous parlerons des modes de financement qui sont disponibles.
selon l'étude de Vestec Pro pour les MEI, 68% des répondants ne connaissent pas les programmes d'aide au développement durable pour les entreprises. Et conséquemment, seulement 2% de nos entreprises ont indiqué avoir fait affaire ou avoir plutôt eu recours à un programme d'aide. Donc, aujourd'hui, nous trouvions donc essentiel d'inviter ces organismes qui offrent de l'accompagnement et du financement pour qu'ils puissent vous présenter eux-mêmes leur programme. Nous aurons donc 4 présentations et nous garderons du temps à la fin des 4 présentations pour que vous puissiez leur adresser vos questions. Je vous invite donc à utiliser le chat pour faire parvenir vos questions aux intervenants. Vos questions peuvent être d'ordre complètement général ou peuvent être très spécifiques à un de vos besoins à vous. La question peut s'adresser autant à tous nos intervenants qu'à seulement un, seulement spécifié à qui vous souhaitez adresser votre question. Donc, cela étant dit, j'inviterai dès maintenant Sabrina Cholette, bonjour Sabrina, qui est conseillère en économie circulaire et développement durable à Synergie Montréal, à nous présenter son rôle, son accompagnement et différents exemples de projets réalisés. À toi, Sabrina. Merci, Marianne. Bonjour tout le monde. Donc, comme le présentait Marianne, je m'appelle Sabrina. Je travaille pour l'initiative en économie circulaire qui s'appelle Synergie Montréal, qui vise à accompagner les entreprises situées sur l'île de Montréal en économie circulaire. Donc, Synergie Montréal est propulsé par le réseau PME Montréal, précisément par le pôle situé dans l'est de Montréal, donc le petit numéro 6. Ça fait quelques années qu'on roule et je vous dirais que c'est depuis 2019 qu'on s'adresse à l'ensemble des entreprises qui sont situées sur l'île de Montréal. Le réseau PME Montréal, pour ceux qui ne le connaissent pas déjà, c'est un outil essentiel si vous cherchez des services de gestion, de financement, de recherche de main-d'œuvre, de commercialisation des innovations, si vous cherchez un local, un terrain, ou si vous avez besoin en développement durable, le réseau PME Montréal est un incontournable. Chez Synergie Montréal, on est une équipe de 4 personnes. Donc, il y a Vincent, Zoé et moi-même qui sommes tous conseillers en économie circulaire. Et il y a Mélissa qui coordonne et qui a lancé Synergie Montréal il y a quelques années maintenant. Synergie Montréal, notre mission, c'est une mission d'impact. Donc, c'est de former, c'est d'appuyer un écosystème d'entreprises à Montréal qui vont mettre en œuvre différentes stratégies d'économie circulaire. Donc, on ne s'adresse pas uniquement aux entreprises situées dans le milieu de la mode. On est vraiment intersectoriel. On s'adresse autant aux entreprises à but lucratif qu'aux entreprises d'économie sociale ou même les organismes communautaires. Notre objectif, c'est de passer d'un modèle économique linéaire tel qu'il l'est en ce moment, où on surconsomme des ressources naturelles et qu'on les jette ou on les brûle, pour passer vers un modèle économique plus sobre où on va réussir à boucler la boucle. Donc, on va avoir un impact positif qui va être calculé. Ça fait vraiment partie de nos méthodes de travail d'être capable de comptabiliser la quantité de matière résiduelle qui va être détournée de l'enfouissement ou du scénario initial. Donc, des fois, les matières sont envoyées au recyclage, mais on va monter dans la hiérarchie des 3 RV pour aller vers un réemploi. Tout ceci se solde toujours par un calcul de GES qui vont être évités. Donc, à la fois pour le scénario de fin de vie, mais aussi pour la production d'une matière vierge qui aurait été normalement le cas. Nous, on aime beaucoup créer des projets qui vont créer des emplois, qui vont créer des nouvelles relations d'affaires et qui, par le fait même, vont générer des gains financiers pour les entreprises. L'important, puis je vous dirais que c'est un peu notre force chez Synergie Montréal, c'est qu'on comprend le métabolisme économique. Donc aujourd'hui, je comprends qu'on relie le secteur de la mode, mais sachez que les solutions en économie circulaire, elles peuvent sortir de votre secteur d'activité. C'est un peu la force que je vous dirais qu'on a chez Synergie Montréal. On est capable de voir c'est qui les concentrateurs, les conditionneurs qui sont peut-être en dehors de votre chaîne de valeur. Je vous ai amené quelques exemples de synergies qu'on a réalisées. Donc, on aime beaucoup, via l'écologie industrielle, mailler les entreprises entre elles. Donc, l'offre d'une entreprise ou le déchet, c'est un terme que je n'aime pas beaucoup, va devenir l'intrant d'une autre entreprise.
Donc, les Artisans d'Azur, c'est une entreprise qui va fabriquer des costumes, des accessoires pour les jeux grandeur nature. Et Benage, c'est une entreprise qui va fabriquer des sacs à partir, entre autres, de cuir. Donc, c'est une belle synergie qui a été réalisée là, en 2020. J'ai quelques chiffres à l'appui. Là, un 70 livres de cuir avait été échangé en test pilote. Donc, c'est 32 kg de matière qui a pu être réemployée, 390 kg de CO2 qui n'ont pas été émis, 95 $ qui ont été sauvés, en fait, qui ont été générés en revenus additionnels parce qu'Artisan d'Azur se faisait payer pour ce cuir-là. Et c'est 300 $ qui ont été épargnés par l'entreprise Benage. Un autre exemple, c'est avec la Couturoscope. Je ne sais pas si Maria est là avec nous aujourd'hui. Si oui, je la salue. Donc, la Couturoscope, c'est un projet d'atelier créatif qui va rassembler plusieurs locataires là, qui travaillent dans le milieu de la couture. Donc, un des locataires avait plusieurs cravates. C'est quand même très drôle comme matière, mais oui, plusieurs cravates et c'était dommage de les jeter. Donc, on a pu la mailler avec l'entreprise Écoléo, qui est en fait pas située à Montréal, mais bien à Trois-Rivières. On a eu un contact de cette entreprise-là via notre partenaire de recherche scientifique et technique, qui est le site ETEI. Donc, Marianne a parlé plus tôt dans sa présentation. Donc, Écoléo a été mis en relation avec la Couturoscope et a pu dans le fond, dévier 31 kilos de matière, donc de cravate. C'est 650 $ en revenus générés par Écoléo, mine de rien, et c'est 330 $ qui ont été épargnés en achat de textiles par Écoléo. Donc, c'est vraiment un impact là, qui est substantiel pour l'entreprise qui s'en est approvisionnée. Un autre exemple, Jardin en sac. Jardin en sac, c'est une entreprise qui va fabriquer des pots d'horticulture et qui sont uniquement fabriqués à partir de matières post-industrielles. Donc, le Jardin en sac nous a contactés pour qu'on puisse l'approvisionner en toile d'acrylique qui sert normalement pour le mobilier extérieur. Nous l'avons maillé avec le groupe Bellon qui générait beaucoup de retailles de différentes tailles, de différentes couleurs, qui n'étaient pas capables de réutiliser pour des projets à l'interne. Donc, ça, c'est vraiment un beau projet qui continue de fonctionner. Pour un 17 sacs de toile qui ont été échangés, il y a 153, dans le fond, kilogrammes de matière qui ont été valorisés en réemploi, qui normalement auraient été jetés. Ça l'équivaut à environ 438 kg de CO2 équivalent qui ont été évités par l'enfouissement. Et c'est un 793 $ qui ont été épargnés par l'entreprise Jardin en sac en matière vierge. Ce qui est intéressant à voir ici, c'est que... OK, parfait. Je ne sais pas pourquoi la diapositive va passer, mais ce n'est pas un problème. On va continuer à partir de là. Donc, un point de départ pour vous, si vous souhaitez aller de l'avant avec l'économie circulaire, c'est vraiment de caractériser ses produits et ses procédés, c'est de comprendre son écosystème, sa chaîne de valeur, repérer les opportunités et les leviers et identifier les bons partenaires. Synergie Montréal, on a un accompagnement à votre portée. Ce qu'on va faire, c'est un diagnostic, voir c'est quoi vos priorités, établir c'est quoi la stratégie qui est la plus adaptée pour vous selon la hiérarchie des 3 RV. Et on va identifier avec vous le premier pas possible. Donc, c'est quoi la première petite action à votre portée? Si vous n'êtes pas situé à Montréal, je vous invite à consulter le site Internet de la communauté Synergie Québec. Le lien est là. Dans le fond, il y a à peu près 24 projets de symbiose industrielle comme Synergie Montréal répartis à travers le Québec. Donc, si vous n'êtes pas à Montréal, je vous invite à visiter ce site-là. Voici mes coordonnées si jamais vous avez de l'intérêt pour Synergie Montréal. Ça va me faire plaisir d'analyser vos besoins. Merci. Merci beaucoup, Sabrina. Donc, j'inviterai maintenant Mme Laura Mello-Amaya, agente du Fonds Éco-Leader du territoire de Montréal, à présenter la nouvelle mouture du Fonds Éco-Leader. C'est à vous. Merci. Bonjour. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous. Dans le passé, j'étais aussi un peu dans le secteur de la mode avec Ethique VGC. Donc, ça m'a fait plaisir de vous parler. Aujourd'hui, c'est par rapport aux fonds Éco-Leader. Donc, je vais présenter, c'est en général, qu'est-ce que c'est? C'est une initiative du ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec qui est administrée par
par les fonds d'action québécoises pour le développement durable en collaboration avec les centres québécois en développement durable, les CQDD et Ecotech. Ça s'applique et ça s'adresse à tout type d'entreprise de tous les secteurs, d'au moins 12 employés. Et l'idée, c'est d'accroître leur compétitivité et aussi améliorer leur bilan environnemental. En général, c'est un enveloppe de 18,5 millions de dollars. Et on passe à la suivante. OK. Les fonds, c'est deux volets. En général, vous pouvez appliquer comme entreprise individuelle ou comme un corps d'entreprise. Donc, c'est un groupe des entreprises avec les mêmes enjeux environnementaux. Il y a les deux formes et aussi on peut subventionner l'adoption des pratiques d'affaires éco-responsables ou des technologies propres. Les pratiques éco-responsables, en général, c'est des pratiques qui visent à améliorer la performance économique et la productivité de l'entreprise, tout en répondant à un enjeu environnemental. Quelques exemples de ce type de pratiques, ça peut être des démarches et stratégies de développement durable, de gestion des matières résiduelles, économie circulaire, éco-conception, approvisionnement responsable. Pour la partie des technologies propres, c'est défini comme un bien, un équipement ou un produit ou un matériau permettant de mesurer, prévenir, limiter, réduire ou de corriger les atteintes à l'environnement par rapport à sa contrepartie sur les marchés. Donc, quelques exemples de technologies propres sont les technologies de transport, production de biomatériaux, la gestion et le traitement de la pollution atmosphérique, la gestion des eaux usées industrielles, production d'énergie propre et la bioénergie. En général, les financements, on va couvrir les 75% des dépenses admissibles. Les dépenses admissibles sont en général des frais de experts qui aident à la préparation des pratiques éco-responsables ou à l'adoption de nouvelles technologies propres. Donc, c'est en général une aide pour préparer les entreprises à faire les premiers pas ou à continuer avec ces démarches. Et comment est-ce que ça fonctionne? Donc, pour la partie des pratiques éco-responsables, il y a une limite de 40 000 $ qui s'est divisée par rapport au type de projet que vous voulez déposer. Donc, il y a un maximum pour l'étude d'analyse, pour l'élaboration des plans d'action et pour l'accompagnement dans l'implémentation des pratiques éco-responsables. Donc, pour la partie pratique éco-responsable, c'est jusqu'à 40 000. Et pour la partie des technologies propres, c'est 60 000. Il y a une limite par entreprise de 100 000 $. Ça veut dire que vous pouvez déposer 2 projets en même temps et jusqu'à 100 000 par entreprise. Donc, en résumé, c'est quoi le Fonds Éco-Leader? C'est vraiment une aide pour préparer l'adoption des pratiques éco-responsables et une technologie propre. Vous pouvez appliquer jusqu'à 100 000 par entreprise, donc une limite par projet de 40 000 pour les pratiques éco-responsables et 60 000 pour les technologies propres. C'est une subvention d'un maximum 75% des dépenses admissibles, donc ça va couvrir les honoraires des experts. Et donc, c'est des experts qui, en général, vont être des cabinets de consultants, des professionnels qui vont vous guider dans les processus et dans la démarche de vos pratiques. Et ça va aller jusqu'à mars 2023. La limite de déposer les projets, ça va être 3 mois avant, donc en décembre 2022. Et on espère que peut-être ça va allonger un peu ce type de subvention. Mais pour le moment, c'est mars 2023. Je vous remercie. Je veux dire qu'il y a des agents partout au Québec. Donc, il y a des agents, des fois, ici à Montréal, on est 2 agents, mais dans chaque région, il y a un agent que vous pouvez l'appeler et on va vous orienter vers la démarche que vous voulez mettre en place. Je vous remercie. Merci beaucoup. J'inviterai maintenant M. Mathieu Sasseville, conseiller principal en investissement à Fonds d'Action, pour nous présenter les services de cette organisation qui est pionnière dans le financement de projets durables au Québec.
Monsieur Sasseville, c'est à vous. Oui, bonjour à tous. Je me présente, Mathieu Sasseville, je suis conseiller principal dans l'équipe d'investissement d'impact chez Fondation. Fondation, en gros, qu'est-ce que c'est? C'est un fonds d'investissement qui est précurseur en finances durables depuis plus de 25 ans. C'est 1200 PME qui sont soutenus directement là, ou via nos fonds partenaires. C'est 75 fonds d'investissement aussi dans lesquels on est investisseur. Puis on est des fervents défenseurs, puis je pense que c'est Elisa qui le mentionnait tantôt, qu'on n'est pas juste au niveau du rendement financier. On pense que le rendement financier peut cohabiter aussi avec le rendement extra-financier, que ce soit sur des sphères sociales ou environnementales. Puis évidemment, on vise à avoir de la croissance pour nos entreprises ainsi que du rendement là, pour nos actionnaires, qui sont plus de 180 000 là, à l'heure actuelle. On fait de la finance durable depuis plus de 25 ans. C'est important de s'aligner sur les meilleures pratiques de marché. Donc, c'est pour ça qu'on est guidé par les objectifs de développement durable de l'ONU. C'est ce qui nous a permis là, de définir nos thématiques d'investissement qui sont les suivantes. Il y a la lutte au changement climatique, bien évidemment, là, qui est un des thèmes forts là, pour réduire les GES, l'agroalimentaire durable, et aussi les villes et communautés durables là, qui font partie de nos thèmes d'investissement. Au niveau de nos solutions de financement, c'est assez simple, on fait à peu près tout. On s'adapte aux besoins des entreprises avec lesquelles on travaille. La seule chose qu'on ne fait pas, c'est des prêts qui sont garantis. Donc, un peu comme les banques peuvent le faire, nous, on est complémentaires à ce que les banques font. Donc, tout ce qui est capital action, de la dette convertible, prêts non garantis ou départ privilégiés dans les entreprises. Au niveau de nos investissements recherchés, bien évidemment, on recherche des entreprises qui ont un fort potentiel de croissance, qui ont un fort potentiel aussi de retombées positives pour la société. C'est très important pour nous. Évidemment, une compétence et une expérience de l'équipe de gestion dans leur marché respectif, et ainsi que des pratiques de gestion responsables au niveau des sphères là, que j'ai mentionnées tout à l'heure. Au niveau des projets qu'on peut faire, le rapport de Vestec-Pro identifie qu'il y avait des lacunes au niveau de l'innovation et du financement disponible pour l'innovation. On va essayer de régler ce problème-là, que ce soit au niveau de croissance, projet d'innovation, des fusions avec d'autres entreprises ou du développement à l'international, mais aussi du développement local, c'est important de le mentionner, ou que ce soit pour des projets de rachat ou de relève là, pour le transfert d'entreprise. Je vous ai parlé de fonds d'action en général. C'est important aujourd'hui parce qu'on parle d'économie circulaire. Il faut que je vous parle de notre dernier bébé, qui est le fonds d'économie circulaire. En gros, je pense que le message à retenir, c'est que Fonds d'action et le fonds d'économie circulaire, c'est un peu la même chose, sauf que le fonds d'économie circulaire est un peu plus niché sur certaines thématiques. Notamment, c'est le premier fonds en capital de risque au Canada qui est dédié à l'économie circulaire. C'est une mobilisation de plus de 30 millions de dollars. Ce qu'on vise, c'est principalement des entreprises en démarrage, post-démarrage, et à faire des investissements là, entre 250 000 à 2 millions. Évidemment, on risque d'être plus autour de 300 à 400 000 là, dans les premiers investissements pour être capable de bien accompagner les entreprises dans leur futur projet de croissance. Comme je l'ai dit, c'est un petit peu plus ciblé que nos thématiques d'investissement, où est-ce qu'il y a l'agroalimentaire, le recyclage et revalorisation des ressources, qui est un enjeu super important, notamment aussi dans l'industrie du textile, ainsi que l'éco-construction, qui sont ce qu'on vise principalement à aller s'attaquer comme problématique. La particularité du Fonds d'économie circulaire, c'est qu'il y a des beaux partenariats, notamment avec Recycle Québec, qui octroie une subvention là, de 50 à 100 000 $ pour chaque investissement qui va être réalisé par le fonds. Et il y a aussi un accompagnement avec Synergie Montréal pour les entreprises du fonds, un accompagnement technique qui vient là, dans les années subséquentes à l'investissement. Donc, c'est ce qui termine ma présentation. Si vous avez des questions, des commentaires, des projets, notamment en économie circulaire ou au niveau du textile, n'hésitez pas là, à rentrer en contact avec moi. Voici mes informations. Un gros merci. Merci à vous, M. Sasseville. Très intéressant. J'inviterai maintenant notre dernière, mais non la moindre invitée, Mme Sylvie Robert, qui est agente de recherche et de planification au service de l'aide financière chez Recycle Québec. Elle nous présente l'appel de proposition qui est en cours, qui vise à développer des débouchés pour certaines matières ciblées, dont les textiles. Madame Robert, c'est à vous. Oui, merci. Bonjour à tous. Je suis très contente d'être parmi vous aujourd'hui et de passer après plusieurs de nos partenaires, ce qui démontre bien qu'il y a un écosystème qui se forme pour
pour la cause en fait, de la lutte contre les matières résiduelles et leur valorisation. Donc, en ce qui concerne Recyc Québec, un petit rappel, nous sommes une société d'État créée dans les années 90. À l'époque, ce qui était novateur, c'était le recyclage. Donc, peu à peu, on remonte dans la hiérarchie des 3 RV et c'est ce que beaucoup de présentations ont illustré aujourd'hui. C'est vraiment mettre un terme au gaspillage des ressources, c'est ce qui nous anime chez Recyc Québec. Et quand on analyse des demandes d'aide financière, on fait appel beaucoup à la hiérarchie des 3 RV. En ce qui concerne le programme dont je vais vous parler aujourd'hui, il provient de notre plan d'action en cours 19-24, donc qui vise à mettre en œuvre la politique québécoise de gestion des matières résiduelles. Je vous invite à aller le consulter. D'ailleurs, ce plan d'action, il y a un tableau synthétique de 3 pages qui montre tout le travail qu'il y a à faire en fait en gestion des matières résiduelles au Québec. Et plus précisément, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'action 17 qui va vraiment s'adresser à des matières pour lesquelles il n'y a pas de filière structurée ou des filières insuffisantes. Donc, vous pouvez réfléchir à ça comme des matières orphelines en quelque sorte. Donc, ça nous donne l'appel à proposition qui vise le développement de débouchés de matières ciblées. Un appel à proposition, ça veut dire qu'il y a une date de tombée fixe où tous les projets doivent être rentrés et ensuite on les compare entre eux. Donc, vous pouvez noter que la prochaine date de tombée, c'est le 15 juin 2022. C'est un appel à proposition, comme on le voit à l'écran, qui vise vraiment très large. On retrouve les 3 RV, les projets peuvent agir à chacun de ces niveaux. Et puis, ça démontre aussi que prendre en charge une matière, c'est tout un processus. La collecte, le tri, comme on en a parlé plus tôt, le conditionnement. Donc, les projets peuvent agir à chacun de ces niveaux. Il faut que ce soit une action suffisamment concrète pour trouver des débouchés et que ça ne réplique pas des projets qui seraient déjà en place et qui seraient déjà efficaces. Les matières visées, comme on le disait, il y en a plusieurs. Réellement, l'appel à proposition a été créé pour adresser la problématique des textiles et accessoirement de l'ameublement. Mais au fur et à mesure que les choses avançaient, on a ajouté certaines matières comme le 3e point qu'on pourrait appeler les matières de la pandémie, matières résiduelles de la pandémie. Donc, ça fait quand même un large éventail de matières qui peuvent être adressées et donc on espère que ça suscitera beaucoup d'intérêt, non seulement au sein de la communauté de la mode, mais dans plusieurs autres secteurs pour proposer des projets. Qui est admissible à déposer une demande dans cet appel de proposition à peu près toute organisation en fait, qui a un numéro d'entreprise au Québec. Les ministères ne sont pas admissibles. Et on accepte des regroupements d'organisations. Je pourrais en dire plus au besoin, mais en gros, l'idée, c'est que plusieurs organisations mettent en commun leurs ressources, leurs expertises pour réaliser un projet. Donc ça permet d'obtenir un bon effet de levier plutôt que de n'accepter les demandeurs qu'un par un. Les détails, quelques détails en fait du programme. Comme dans la plupart de nos programmes, on finance jusqu'à 70% des dépenses admissibles et on peut donner, donc c'est une subvention, c'est non remboursable, entre 25 et 100 000 $, ce qui veut dire qu'on cherche des projets quand même d'une certaine taille minimale qui doivent être réalisés en 18 mois. Et puis, pour en savoir plus, c'est sûr que je ne rends pas justice vraiment au programme, mais je vous invite vraiment à aller sur notre site web. On fait beaucoup d'efforts pour mettre toutes les informations dans notamment le cadre normatif du programme qui décrit toutes les modalités de versement, de sélection, aussi les critères de sélection. Et si jamais vous avez des questions, je vous invite à nous écrire. On voit l'adresse sur la page suivante. ap2dmc@recycquebec.gouv.qc.ca et donc la prochaine date de dépôt est le 15 juin. On a reçu une première série de projets il y a un mois et on pense qu'il restera du budget pour juin 2022. Merci énormément, Madame Robert. Et merci à nos 4 intervenantes d'aujourd'hui.
Et s'il vous plaît, restez avec nous parce que nous allons procéder à la période de questions. Nous avons déjà une première question qui s'adresse à Laura du Fonds Éco-Leader. La question va comme ci. Est-ce qu'il y a des experts au Fonds Éco-Leader qui sont spécialisés dans l'industrie de la mode? Bon, pour la liste d'experts, vous pouvez trouver une liste de 300 experts, mais les experts ne sont pas catégorisés par industrie, mais par enjeux aux problématiques environnementales. Donc, d'abord, l'entreprise doit en première savoir quels sont les enjeux qu'il veut adresser, soit l'éco-conception, l'approvisionnement responsable, et aussi ça va aider à votre projet. En fait, ça va vous aider à avoir la subvention parce qu'un projet général, ça ne va pas passer, mais si vos objectifs sont plus précis, donc ça va la peine d'aller plus loin. Merci beaucoup de votre réponse. Nous avons une deuxième question. Celle-ci s'adresse à Sabrina de Synergie Montréal. Donc, Sabrina, si mon entreprise n'est pas sur le territoire de l'agglomération de Montréal, est-ce que je peux quand même avoir accès à vos services? Comme je l'ai mentionné dans ma présentation, si vous n'êtes pas situé à Montréal, je vous réfère vers le site de la communauté Synergie Québec où vous allez trouver le territoire qui est, dans le fond, la symbiose industrielle de votre territoire. Si vous avez besoin d'aide, ça me fait plaisir de quand même, vous pouvez me contacter puis je vais vous relayer vers le bon animateur de symbiose. Donc, voilà, malheureusement, non. Chaque symbiose, c'est un projet territorial. Donc, il y a des bailleurs de fonds pour chacun des territoires. Dans notre cas, c'est REC Québec et la Ville de Montréal. Donc, on ne peut pas accompagner des entreprises qui ne sont pas situées à Montréal. Mais il y a de l'accompagnement. Parfait. Merci, Sabrina. Maintenant, une troisième question pour Sylvie de REC Québec. Comment les projets reçus sont-ils évalués? Sur quelle base? Oh, votre micro est éteint. Un grand classique, désolé. Nous avons un processus de sélection en 2 étapes. Tout d'abord, les projets, on regarde s'ils sont admissibles, c'est-à-dire s'ils répondent aux exigences de base du programme, comme est-ce que l'entreprise est inscrite au registre des entreprises non admissibles au contrat public. Enfin, vous voyez le genre de choses. Est-ce que le projet cadre avec ce qu'on veut, mais sans rentrer dans l'analyse détaillée. Et puis, une fois que cette étape est passée, nous passons à l'analyse approfondie. Donc, dans le cadre normatif du programme, vous verrez les critères selon lesquels les demandes sont analysées. Je vous en donne quelques-uns. Il y a la pertinence du projet par rapport aux objectifs. Ça va être vraiment très déterminant. Mais aussi des choses comme l'expertise de l'équipe de projet, la viabilité financière aussi qui est importante, et puis l'existence de partenariats ou non. Et comme je vous le disais, le respect de la hiérarchie des 3 RV. Parfait. Merci beaucoup. Très bonne réponse. Notre prochaine question s'adresse à Mathieu de Fonds d'Action. Donc, quel doit être le revenu des entreprises dans lesquelles vous investissez dans le cadre du Fonds en économie circulaire? C'est une très bonne question. Les entreprises démarrage, post-démarrage, c'est des définitions que chacun a sa propre définition. Fait que j'essaie de le placer au niveau des entreprises qui ont une technologie, un produit, un modèle d'affaires, une certaine traction dans le marché. Fait que oui, c'est important pour nous qu'il y ait des revenus. J'essaie de le placer toujours à peu près entre 100 à 200 000 $. On peut faire plus, évidemment. Si jamais vous avez des revenus qui sont plus élevés, il y a aussi Fonds d'Action en tant que tel, qui est, comme je l'ai dit, est un prolongement aussi du Fonds d'économie circulaire. Donc, peu importe la taille d'entreprise, à partir de 100 000, on peut intervenir, là, ça c'est clair. Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous 4. Ah oui, une autre question qui vient d'apparaître. Donc, pour Sabrina, encore une fois, de Synergie Montréal, que comprennent les services offerts avec le membership de Synergie Montréal? Oui, je n'ai pas eu le temps de le mentionner tantôt, mais Synergie Montréal, on fonctionne sur la base d'un membership pour les entreprises qui veulent se joindre à la symbiose industrielle. Donc, le membership, qu'est-ce que ça comprend? Mais en fait, ça coûte 150 $ pour l'année. C'est renouvelable
à la fin de l'année. Ce que ça comprend, c'est en fait l'accès privilégié aux autres entreprises de la symbiose ainsi qu'à nos partenaires. Ça comprend notre infolette dans laquelle on va vous envoyer un catalogue des offres et des demandes qui sont communiquées par nos membres. On communique également, évidemment, tout ce qui est programme, appel à projet en économie circulaire. Donc, les magnifiques programmes dont vous avez entendu parler aujourd'hui, c'est des programmes qu'on connaît très bien. D'ailleurs, on a une matinée d'affaires demain matin pour nos membres qui va porter justement sur le financement pour les projets en économie circulaire. Donc, on va avoir un peu plus de temps pour rentrer plus dans les détails sur c'est quoi ces programmes-là. Donc, les activités comme ça de matinée d'affaires, on organise également des ateliers de maillage. Donc, on en a fait un, par exemple, sur les drèches de microbrasserie, qui est un extra qui est problématique pour plusieurs entreprises à Montréal. Donc, on fait venir des repreneurs, on essaie de trouver des solutions, on essaie de faire avancer là, des problématiques d'économie circulaire à Montréal via ces ateliers de maillage-là. Donc, c'est tout ça que ça comprend le membership. Parfait. Merci beaucoup. J'attends de voir si Jeanne de M-Mode me donne une autre question ou si nous avons fait le tour des questions du public. Oui, alors nous avons une autre question. Donc, est-ce que les financements existants visent aussi les organismes à but non lucratif qui veulent implanter des démarches d'économie circulaire? J'assume que cette question est pour tous les répondants. Donc, Monsieur Sasseville, peut-être en premier. Ah ben oui, certainement. Pour nous, l'économie sociale fait partie de nos gènes depuis notre existence. Donc, c'est clair que s'il y a des projets de transformation en économie circulaire pour des OBNL, c'est le genre de truc qu'on peut regarder. Puis, on a un écosystème aussi là, par rapport à l'économie sociale. Donc, si vous en avez, c'est sûr qu'on est tout oui. OK, parfait. Du côté de Recy Québec, est-ce que les organismes à but non lucratif sont aussi soutenus par votre programme? Oui, absolument. Nous acceptons tous les types de demandeurs. Donc, il n'y a aucune. À partir du moment où ça respecte les exigences du programme, tout le monde est bienvenu. Parfait. Sabrina, chez Synergie Montréal, vous accompagnez des organismes à but non lucratif, n'est-ce pas? Hein? Oui, absolument. On en accompagne. Je ne sais pas si je peux répondre à la question de Tooling aussi là, concernant le démarrage d'entreprise. Si Synergie Montréal s'adresse également au démarrage d'entreprise. Ce que nous, on préfère répondre, c'est une très bonne question, c'est pour ça que je me permets d'y répondre. 1 an minimum. Je vous dirais que c'est la meilleure marche à suivre parce que les entreprises en démarrage ont des priorités puis on ne veut pas trop les déconcentrer. Donc, on préfère qu'elles se concentrent sur des enjeux qui sont propres au démarrage. Puis après, ça va nous faire plaisir après 1 an, là, une fois que l'entreprise est bien rodée, ça va nous faire vraiment plaisir de regarder l'économie circulaire avec eux. Merci, Sabrina, d'avoir répondu à 2 questions en une. Je reviens juste parce que je n'avais pas fini de faire le tour. Au Fonds Éco-Leader, est-ce que vous accompagnez aussi les organismes à but non lucratif? Oui, il y a une condition que c'est de démontrer 40% de revenus autonomes. Donc, ça serait la condition pour cette partie de l'applicant. Parfait. Merci beaucoup pour cette réponse. Donc, je crois que nous irons avec notre dernière question, peut-être. Ou peut-être que c'était la question qui a été répondue, pardon. Ça commence à bouger pas mal dans le chat et j'en perds le fil. Donc, oui, donc c'est la question numéro 7, c'était celle du démarrage d'entreprise à laquelle Sabrina a déjà répondu. Alors, où en sommes-nous? Je veux conclure qu'on m'annonce. Donc, sur ce, merci énormément de vos partages d'expériences et le partage des programmes, différents programmes de subvention que vous représentez. Merci beaucoup. Donc, c'est ainsi que se clôture cette matinée en mode circularité qui se voulait positive, inspirante et tournée vers l'avenir.
On a pu constater ensemble que les solutions sont là, qu'elles sont à notre portée et que vous soyez une grande entreprise ou une petite, que l'environnement soit inscrit dans votre mission depuis sa genèse ou bien qu'elle ait besoin d'un petit peu d'aide pour se faire une place dans votre entreprise. N'hésitez surtout pas à demander de l'aide aux experts et aux organismes qui ont été cités aujourd'hui et prenez contact avec les agents et les représentants des différents programmes de financement qui sont là pour vous. Mais surtout, ce que je nous souhaite, c'est de poursuivre sur la voie du partage de l'expérience, de l'entraide et de la communication et de la collaboration aussi. Donc, ainsi, je me joins aux organisateurs de l'événement pour remercier toutes les intervenantes et intervenants de cette belle matinée. Merci pour votre enthousiasme à participer à l'événement, de votre générosité et bien sûr votre dévouement pour une relance verte de notre secteur. De plus, nous tenons à remercier les membres de la communauté de pratique, car sans leur implication dans la dernière année et leur motivation à améliorer les pratiques, cet événement n'aurait pas vu le jour. Merci à l'Agglomération de Montréal pour son soutien financier. Merci à Concertation Montréal pour l'organisation de l'événement et à Enmod pour leur grande collaboration au déploiement de l'événement. Merci à tous qui avaient assisté en si grand nombre aux présentations. Vous avez tous un rôle à jouer pour soutenir notre industrie locale. Maintenant, nous espérons que vous avez aimé le contenu de l'événement et nous aimerions connaître votre taux d'appréciation et on vous demanderait, si c'est possible, de prendre le temps pour répondre à un court sondage que Jeanne vous partage à l'instant dans le chat. Avant de vous quitter, si vous avez des initiatives en cours ou sur la planche à dessin et que vous souhaitez les partager, je vous invite à contacter Janie-Claude Viens, qui est la responsable de la communauté de pratique textile et habillement de Concertation Montréal. L'objectif de la communauté de pratique, c'est oui de créer un espace de partage, mais c'est aussi de mettre sur pied des projets structurants pour l'ensemble du secteur textile et habillement. Donc, sur cela, n'oubliez pas que vous pourrez revoir l'enregistrement de la matinée sur la chaîne YouTube de Concertation Montréal. Vous serez avisé lorsque le lien sera accessible. Et voilà, ceci termine notre rencontre. Un grand merci à vous tous et à la prochaine.